Au mariage de mon fils, son beau-père a annoncé au micro, « Ce garçon est un idiot », mais ma fille a insisté pour l'épouser. Tout le monde a ri. Mon fils est devenu pâle. Mes jambes tremblaient. Alors je me suis levé et j'ai pris le micro. Ce que j'ai révélé a détruit sa famille. Ce soir-là, j'ai compris qu'un mariage pouvait détruire deux familles. Je m'appelle Frida Escoto, j'ai 55 ans. Je suis mère de 3 enfants, mais cette histoire concerne Tadeo, mon fils aîné. Le jour de son mariage aurait dû être le plus heureux de sa vie. Il ne l'a pas été. Je me souviens encore de l'odeur des lys dans l'église, des lumières blanches suspendues au plafond, des invités souriants. Tadeo attendait devant l'autel dans ce costume bleu marine qu'il aimait tant. Il était nerveux, mais heureux. Je l'étais aussi. Jusqu'au moment du toast. Le père de la mariée, don Humberto Salazar, a pris le micro. C'était un homme corpulent, à la voix grave, propriétaire d'une entreprise de construction. Tout le monde le connaissait, tout le monde le respectait, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Il a levé sa coupe de champagne et a dit « Je veux porter un toast à ma fille Sofia. Elle a toujours été têtue depuis son enfance. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, elle a insisté pour épouser ce garçon. » Il y eut des rires nerveux. Puis il ajouta, en regardant Tadeo droit dans les yeux. « Ce type est un idiot. Mais ma fille a insisté pour l'épouser. » La salle a éclaté de rire, mais j'ai vu le visage de mon fils. Il est devenu pâle, ses mains tremblaient, il a baissé les yeux. J'ai senti que mes jambes ne me soutenaient plus. Personne d'autre ne semblait s'en rendre compte. Tout le monde riait, tout le monde trinquait, comme si humilier un homme à son propre mariage était drôle. J'ai serré ma serviette entre mes mains, j'ai respiré profondément et à ce moment-là, j'ai su quelque chose. Cet homme n'allait pas s'en tirer comme ça, parce que je savais des choses. Des choses qu'il croyait que personne ne savait. Et ce soir-là, j'allais tout révéler. Mais avant de vous raconter ce que j'ai fait, laissez-moi vous dire comment j'en suis arrivé là, car cette histoire n'a pas commencé à ce mariage. Elle a commencé des mois plus tôt, quand quelque chose en moi m'a dit, « Frida, enquête sur cet homme. » Et je l'ai fait. Ce que j'ai découvert a détruit toute sa famille. Quand Tadeo m'a dit qu'il avait rencontré une jeune fille, je me suis réjoui. C'était en janvier, il faisait froid. Nous étions dans la cuisine de ma maison à boire un café de hola à la cannelle, comme tous les après-midi. Maman, elle s'appelle Sofia. M'a-t-il dit avec ce sourire timide qu'il a toujours eu depuis l'enfance. Elle est différente, intelligente, elle me fait rire. Je l'ai observée. Tadeo avait 28 ans. Il travaillait comme ingénieur civil dans une petite maisonnette entreprise. C'était mon fils aîné, le plus sérieux, le plus responsable. Il ne m'avait jamais parlé comme ça d'une fille. Et elle, que fait-elle, ai-je demandé en remuant mon café. Elle étudie l'architecture. Elle est sur le point de terminer ses études. Son père a une grande entreprise de construction. Salazar et Associés. C'est là que quelque chose en moi a bougé. Salazar. Ce nom me disait quelque chose, mais je ne savais pas d'où. Tu la connais bien ? Lui ai-je demandé. Oui, maman. Nous sortons ensemble depuis 3 mois. Je veux que tu la rencontres. Puis-je l'amener dîner dimanche ? J'ai accepté, bien sûr, car une mère veut toujours voir ses enfants heureux. Et Tadeo semblait heureux. Ce dimanche-là, Sofia est arrivée. Elle était jolie, de longs cheveux sombres, de grands yeux, habillée simplement mais avec classe. Elle m'a salué avec respect, m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit, « Madame Frida », d'une voix douce, « Merci beaucoup de me recevoir chez vous. J'avais préparé du mole avec du riz, ma spécialité. » Tadeo était nerveux, mais Sofia a aidé à mettre la table. Nous avons discuté. Elle m'a parlé de ses études, de ses rêves. Elle voulait concevoir des maisons durables, des maisons pour les familles. Elle m'a plu, mais quand elle a mentionné son père, quelque chose a changé dans sa voix. Mon père est exigeant, a-t-elle dit en remuant la nourriture dans son assiette. Il a toujours voulu que je sois parfaite, que j'ai les meilleures notes, que j'épouse quelqu'un de son niveau. Et que pense-t-il de Tadeo, ai-je demandé en lui servant plus d'eau. Sofia a baissé les yeux. Je ne lui ai pas encore dit que nous sortions ensemble. Tadeo l'a regardé, surpris. Sofia, c'est que... Soupira-t-elle,
mon père est compliqué. Il dit toujours que les hommes doivent prouver leur valeur, qu'il ne fait confiance à personne qui ne vient pas d'une famille riche. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Tadeo vient d'une famille honnête, ai-je dit fermement, travailleuse, avec des valeurs. Cela vaut plus que tout l'argent du monde. Sofia m'a regardé avec les yeux humides. Je le sais, Madame Frida, c'est pour ça que je l'aime. Tadeo lui a pris la main. J'ai souri, mais à l'intérieur, quelque chose m'inquiétait. Cet homme, dont Humberto Salazar, semblait être quelqu'un de difficile, quelqu'un qui jugeait les gens sur leur compte en banque. Et je connaissais ce genre d'homme. Je les avais vus toute ma vie. Ils cachent toujours quelque chose. Les mois ont passé. Tadeo et Sofia sont devenus un couple officiel. Il était amoureux, radieux, il rentrait à la maison en chantant. Il me parlait d'elle tout le temps. Maman, Sofia me comprend, elle me respecte, peu importe que je n'ai pas une voiture de l'année ou que je vive dans un appartement en location. Elle dit que l'important est de construire ensemble. J'acquiesçais, mais je continuais de penser à ce père. Un jour, Tadeo est arrivé plus sérieux. Maman, je dois te dire quelque chose. Nous nous sommes assis dans le salon. Dehors, il pleuvait. Le bruit de l'eau contre la fenêtre me calmait. Je vais demander Sofia en mariage. J'ai ressenti un mélange de joie et de peur. Tu as déjà rencontré sa famille? Oui. Je suis allé dîner chez eux il y a 2 semaines. Et comment ça s'est passé? Tadeo a hésité. Le père, dont Humberto, est étrange, maman. Il m'a posé beaucoup de questions sur mon travail, mon salaire, mes projets. Il m'a demandé combien je gagnais par mois, combien j'avais d'économies, si j'avais des propriétés. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que je gagne juste ce qu'il faut, que j'économise, que je n'ai pas de maison à moi, mais que je travaille dur. Et lui, qu'a-t-il dit? Tadeo a serré les poings. Il a dit, eh bien, mon garçon, j'espère que tu sais que ma fille est habituée à un certain niveau de vie. N'importe qui ne peut pas l'entretenir. J'ai senti la colère monter, mais je me suis contenu. Et Sofia, qu'a-t-elle dit? Elle s'est fâchée contre lui. Elle lui a dit que j'étais un homme bon, que c'était tout ce qui comptait. Don Humberto a juste ri et a dit, on verra bien. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose chez cet homme me dérangeait profondément. Ce n'était pas seulement son arrogance, c'était quelque chose de plus. Quelque chose que je ne pouvais pas encore voir, mais que j'allais découvrir. Tadeo a demandé Sofia en mariage en avril. Elle a dit oui. Ils ont pleuré ensemble. Il m'a appelé au téléphone, excité. Maman, elle a dit oui, nous allons nous marier. Je me suis vraiment réjoui, mais cette même nuit, seul dans ma chambre, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai pensé, cet homme va essayer de gâcher ça. Je le sais. Et j'avais raison. 2 semaines plus tard, Sofia est venue me voir. Elle pleurait. Madame Frida, mon père ne veut pas que j'épouse Tadeo. Je me suis assise avec elle, je lui ai servi une tisane à la camomille, je lui ai pris les mains. Pourquoi? Il dit que Tadeo n'a pas d'avenir, que c'est un homme médiocre, qu'il va me rendre malheureuse, que je vais le regretter. Et toi, qu'en penses-tu? Moi, j'aime Tadeo, mais mon père est très têtu et ma mère fait toujours ce qu'il dit. J'ai peur qu'il ne se présente pas, je lui ai serré les mains. Sofia, écoute-moi bien. Le véritable amour ne se laisse pas vaincre par la peur. Si tu aimes mon fils, bats-toi pour lui. Et si ton père ne l'accepte pas, c'est son problème, pas le tien. Elle a hoché la tête en séchant ses larmes. Vous avez raison. Je vais me battre. Et elle l'a fait. Sofia a affronté son père. Elle lui a dit qu'elle allait épouser Tadeo, avec ou sans sa bénédiction. Don Humberto n'a pas eu d'autre choix que d'accepter, mais je savais qu'un homme comme lui n'accepte jamais une défaite. Et j'avais raison. Les préparatifs du mariage ont commencé. Tadeo était heureux. Sofia aussi. Mais Don Humberto posait des conditions. Je veux que le mariage ait lieu dans la salle de réception du country club, a-t-il dit à Sofia. Je paie tout, mais ça se fera à ma façon. Tadeo n'était pas à l'aise avec ça. Maman, je veux payer ma part. Je n'aime pas dépendre de lui. Je sais, mon fils, mais parfois il faut céder pour Sofia.
Et il a cédé. Mais moi, je n'ai pas cédé. Parce que quelque chose en moi me disait que cet homme cachait quelque chose de grand, quelque chose de sombre. Et un après-midi, alors que je prenais un café dans un café du centre-ville, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. J'ai vu Don Humberto Salazar avec une autre femme et 2 jeunes enfants. La femme l'a embrassé sur la bouche. Les enfants l'appelaient « papa ». Je suis resté paralysé. J'ai payé mon café, je suis sorti de là, j'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assise, j'ai respiré, et alors j'ai su ce que je devais faire. J'allais enquêter sur cet homme. Parce que s'il trompait sa femme, sa famille, tout le monde, alors mon fils était sur le point d'entrer dans une famille de mensonges, et je n'allais pas le permettre. Pendant 3 jours, je n'ai pas bien dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la même scène. Don Humberto embrassant cette femme, les enfants le tenant par la main, la façon dont elle le regardait comme s'il était son monde entier. Et puis je pensais à la femme de Don Humberto, à Doña Guadalupe. Je ne l'avais rencontrée que 2 fois lors des dîners de fiançailles. C'était une femme élégante, silencieuse, toujours avec un sourire poli mais triste, comme si elle portait un poids invisible depuis des années. Maintenant, je comprenais pourquoi. Mais j'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de preuves, car accuser un homme comme Humberto Salazar sans preuve serait détruire le mariage de mon fils. Et je ne voulais pas ça, je voulais juste le protéger. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai engagé un détective privé. Son nom était Rodrigo Méné. Une amie dont le mari l'avait trompé des années auparavant me l'avait recommandé. Il était discret, professionnel. Il avait un petit bureau dans le quartier de Roma, au 2e étage au-dessus d'un pressing. J'ai monté les escaliers un mardi après-midi. Le couloir sentait la lessive et le vieux café. J'ai frappé à la porte. Une voix grave m'a dit « Entrez ». Je suis entré. Rodrigo était un homme d'une 50aine d'années, mince, avec des lunettes et une chemise à manches courtes. Il avait un vieil ordinateur sur son bureau et des classeurs en métal contre le mur. « Asseyez-vous, madame. En quoi puis-je vous aider ?» Je me suis assise, j'ai respiré profondément et je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que mon fils allait se marier, que le père de la mariée était un homme puissant, arrogant, que je l'avais vu avec une autre femme et 2 enfants, que j'avais besoin de savoir la vérité. Rodrigo a pris des notes, ne m'a pas jugé, n'a pas posé de questions inutiles. « Avez-vous des photos de monsieur ?» Je lui ai montré une photo que j'avais trouvée sur Internet. Don Humberto lors d'une inauguration de chantier, avec son sourire de politicien. « Savez-vous où vous l'avez vu avec l'autre femme ?» Dans un café du centre, près du Zocalo. Il s'appelle la Estrella del Sur. Vous vous souvenez du jour et de l'heure? Vendredi dernier, vers 16 h. Rodrigo a hoché la tête. J'ai besoin d'une semaine. Je vais le suivre. Je vais découvrir tout ce que je peux. S'il a une autre famille, je le vérifierai. S'il y a plus, aussi. Une chose de plus, madame. Un homme qui trompe si ouvertement a souvent d'autres secrets. Problèmes financiers, dettes, affaires louches. Je vais tout vérifier. J'ai eu un frisson. Combien ça coûte? 5000 pesos par semaine. Plus les frais. Ce n'était pas bon marché, mais j'ai payé, car la tranquillité de mon fils n'avait pas de prix. Cette semaine a été l'une des plus difficiles de ma vie. Tadeo venait à la maison tous les jours, excité par les plans du mariage. Il me montrait des photos de la salle, du menu, des fleurs. Sofia et lui avaient choisi des roses blanches. Leur chanson serait « Contigo apprendi » d'Armando Manzanero. « Maman, on va danser cette chanson ensemble ?» Oui, toi et moi. Comme quand j'étais petit. Je souriais, j'acquiesçais, mais à l'intérieur, je mourais d'angoisse. Et si ce que Rodrigo découvrait détruisait tout? Et si Sofia souffrait à cause de son père? Et si Tadeo me détestait pour m'être mêlé de ses affaires? Mais ensuite, je me souvenais de cette phrase que Don Humberto avait dite à mon fils. J'espère que tu sais que ma fille est habituée à un certain niveau de vie. N'importe qui ne peut pas l'entretenir. Et mon angoisse se transformait en rage. Cet homme avait humilié Tadeo depuis le début. Il l'avait traité comme s'il était inférieur, comme s'il ne méritait pas Sofia. Eh bien, si j'allais découvrir quelque chose,
ce ne serait pas pour détruire le mariage. Ce serait pour protéger mon fils d'une famille de mensonges. Le vendredi de cette semaine-là, Rodrigo m'a appelé. Madame Frida, j'ai besoin que vous veniez à mon bureau. J'ai des informations. Je suis arrivé en moins d'une heure. J'ai monté les escaliers presque en courant. Je suis entré sans frapper. Rodrigo était assis devant son ordinateur. Il m'a regardé sérieusement. Asseyez-vous. Je me suis assise. Mes mains tremblaient. Qu'avez-vous trouvé? Rodrigo a tourné l'écran vers moi. Don Humberto Salazar a 2 familles. J'ai senti que l'air me manquait. Sur l'écran, il y avait des photos. Des photos de Don Humberto avec cette femme entrant dans un appartement dans le quartier d'El Val, emmenant les enfants à l'école, l'embrassant sur le parking d'un supermarché. Qui est-elle? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Elle s'appelle Veronica Campos, elle a 32 ans, elle est comptable, elle travaille dans la même entreprise que Don Humberto, Salazar et associés. Et les enfants sont de lui. Un garçon de 7 ans et une fille de 5 ans. Ils sont enregistrés sous le nom de famille de la mère. Mais j'ai enquêté, Don Humberto paie le loyer de l'appartement, paie l'école privée des enfants, leur achète des vêtements, des jouets, tout. Avec quel argent? Rodrigo m'a regardé fixement. Avec l'argent de l'entreprise. J'ai senti que le monde s'arrêtait. Quoi? Rodrigo a sorti un dossier, l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait des documents, des relevés de compte, des virements bancaires. Don Humberto détourne de l'argent de l'entreprise depuis des années. Il fait des virements sur des comptes personnels. Il utilise des cartes de crédit d'entreprise pour des dépenses personnelles. Il paie des voyages, des hôtels, des restaurants chers, tout avec l'argent de Salazar et associés. Et l'entreprise? Rodrigo a soupiré. Elle a de sérieux problèmes. Elle a des dettes auprès des fournisseurs, des procès pour litige de travail, 3 chantiers inachevés et il y a 2 plaintes pénales contre lui pour fraude. Je me suis pris la tête entre les mains. Mon Dieu, ce n'est pas tout, a dit Rodrigo. Quoi d'autre? Don Humberto a des dettes personnelles, 2 cartes de crédit au maximum, un prêt bancaire de plus de 2 millions de pesos et il doit des impôts au fisc depuis 3 ans. Combien doit-il au total? Rodrigo a vérifié ses notes. Environ 12 millions de pesos. J'ai eu le souffle coupé. 12 millions. Oui. Et selon mes sources, l'entreprise est au bord de la faillite. Elle a 6 mois, peut-être 1 an. Après ça, c'est la banqueroute totale. Je suis restée silencieuse, regardant ces documents, ces photos, cette vérité si sombre. Don Humberto Salazar n'était pas l'homme d'affaires prospère que tout le monde croyait. C'était un menteur, un voleur, un escroc. Et mon fils était sur le point d'épouser sa fille. Rodrigo m'a remis des copies de tout. Photos, documents, preuves de virement, registres de dépenses, tout y était. Que allez-vous faire de ça, m'a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je répondu d'une voix brisée. J'ai besoin de réfléchir. Madame, je vais vous dire quelque chose. Vous m'avez engagé pour chercher la vérité. Et la vérité est laide, mais maintenant que vous l'avez, vous devez décider quoi en faire. Je sais. Si vous le dites à votre fils avant le mariage, il annulera peut-être tout, et c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Mais cela peut aussi détruire sa relation avec Sofia. Je sais. Si vous ne dites rien, votre fils va entrer dans une famille corrompue et quand tout explosera, parce que ça va exploser, il se retrouvera au milieu. J'ai fermé les yeux. Et si je le dis à Don Humberto? Rodrigo a secoué la tête. Un homme comme ça n'admettra pas qu'il a été découvert. Il niera tout. Il vous menacera. Il essaiera de vous détruire. Alors, que dois-je faire? Rodrigo s'est adossé à sa chaise. Attendez, observez, et quand le bon moment viendra, agissez. Je suis sorti de ce bureau avec un dossier plein de secrets. J'ai marché sans but dans les rues du centre-ville. Le soleil se cachait derrière les bâtiments. Les lumières des stands de tacos s'allumaient. Les gens marchaient vite, pressés de rentrer chez eux. Je marchais lentement, portant un poids que je ne savais pas comment lâcher. J'ai pensé à Tadeo, à son sourire, à son illusion. J'ai pensé à Sofia, à son innocence. Elle n'était pas responsable d'avoir un père comme ça. J'ai pensé à Doña Guadalupe,
à cette tristesse silencieuse. Peut-être qu'elle savait, peut-être qu'elle se taisait depuis des années. Et j'ai pensé à don Umberto, à son arrogance, à son hypocrisie, à sa cruauté. Et j'ai décidé quelque chose. Je n'allais rien dire avant le mariage. J'allais attendre, j'allais observer. Et si don Umberto osait humilier mon fils une fois de plus, alors j'allais le détruire avec la vérité. Je suis rentré à la maison quand il faisait déjà nuit. J'ai mis le dossier au fond de mon placard, sous de vieilles couvertures. Je me suis assise sur le lit, j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles lointaines. Et j'ai respiré profondément, parce que je savais que ce qui allait arriver allait tout changer. Les semaines suivantes furent une torture silencieuse. Chaque fois que je voyais Tadeo, je souriais. Chaque fois que Sofia venait me rendre visite, je la serrais dans mes bras. Chaque fois que quelqu'un mentionnait le mariage, j'acquiesçais avec enthousiasme. Mais à l'intérieur, je portais ce secret comme une pierre sur la poitrine. Je dormais mal, je mangeais peu. Je me levais au milieu de la nuit et restais assise dans la cuisine à regarder ce dossier que j'avais caché dans mon placard. Parfois, je le sortais, je regardais les photos, les documents, les virements bancaires. Tout était là, chaque mensonge, chaque trahison. Et je me demandais, pourquoi est-ce que je ne dis rien? Mais la réponse était toujours la même, parce que si je le faisais maintenant, Tadeo me détesterait. Il penserait que je sabotais son bonheur. Et Sofia serait anéantie. Non, je devais attendre le bon moment. Et ce moment viendrait. Un samedi matin, Sofia m'a appelé. Madame Frida, pouvons-nous nous voir? J'ai besoin de vous parler. Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à propos de mon père. Je préfère vous le dire en personne. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café près de chez moi. Je suis arrivé avant elle, j'ai commandé un café américain. Je me suis assise près de la fenêtre. Quand Sofia est arrivée, elle avait les yeux rouges. Elle avait pleuré. Elle s'est assise en face de moi, a respiré profondément et a dit: Mon père veut tout contrôler pour le mariage. Qu'est-ce que tu veux dire? Il veut choisir la liste des invités. Il veut que seules des personnes importantes viennent. Il dit qu'il ne veut pas de gens ordinaires à son événement. J'ai senti la rage monter dans ma gorge. Des gens ordinaires? Sofia a hoché la tête en s'essuyant les larmes avec une serviette. Je lui ai dit que je voulais inviter les cousins de Tadeo, ses oncles, ses amis de l'université, et mon père a dit: Non, Sofia, ce mariage est un événement social, pas une fête de quartier. J'ai serré ma tasse de café si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle dit? Rien. Ma mère ne dit jamais rien. Elle fait toujours ce qu'il dit. Exactement comme je l'avais imaginé. Sofia, écoute-moi bien, lui ai-je dit en lui prenant les mains. Ce mariage est le tien et celui de Tadeo, pas celui de ton père. S'il veut tout contrôler, alors peut-être que vous devriez vous marier différemment. Elle a secoué la tête. Je ne peux pas. Mon père a menacé de ne rien payer si je ne fais pas les choses à sa façon. Et Tadeo et moi n'avons pas l'argent pour un tel mariage. Il nous faudrait des années pour économiser. Alors, faites-le en petit comité, avec les personnes que vous aimez vraiment. Avec dignité. Sofia m'a regardé avec ses yeux tristes, si semblables à ceux de sa mère. Madame Frida, je veux juste que mon père soit fier de moi. Juste une fois. Mais peu importe ce que je fais, ce n'est jamais assez pour lui. Ça m'a brisé le cœur, parce que j'ai compris quelque chose. Sofia n'était pas seulement piégée par l'argent, elle était piégée par l'amour qu'elle n'avait jamais reçu de son père. Et c'était pire que n'importe quelle dette. Cet après-midi-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai sorti le dossier à nouveau. J'ai regardé les photos de don Umberto avec cette autre femme, avec ses enfants dont Sofia ne connaissait même pas l'existence. Et j'ai pensé, cet homme ne mérite pas l'amour de sa fille. Mais je ne pouvais pas le lui dire non plus. Pas encore. Parce que détruire l'image que Sofia avait de son père avant le mariage serait cruel. Elle avait besoin de force pour se marier, elle avait besoin d'illusions. Il y aurait du temps pour la vérité plus tard. 2 semaines avant le mariage, il y a eu un dîner de répétition chez les Salazar. Tadeo m'a invité. Je ne voulais pas y aller, mais il a insisté. Maman, s'il te plaît,
je veux que tu connaisses mieux la famille de Sofia. Don Umberto a dit qu'il voulait te parler. Cela m'a rendue nerveuse, mais j'ai accepté. La maison des Salazar était à Loma de Chapultepec. Elle était énorme. 3 étages, un jardin avec une fontaine, un garage pour 4 voitures. Quand je suis arrivé, un employé m'a ouvert la porte. « Bonsoir, madame. Entrez, s'il vous plaît. » Je suis entré. Le sol était en marbre. Les murs avaient d'immenses tableaux. Tout sentait l'argent. Mais je connaissais la vérité. Tout cela était bâti sur des mensonges. Doña Guadalupe m'a accueilli dans le salon. C'était une femme élégante, d'environ 55 ans, avec des cheveux parfaitement coiffés et une robe beige. « Madame Frida, quel plaisir de vous voir. Entrez, s'il vous plaît. » Elle m'a salué d'un baiser sur la joue. Son parfum était cher, mais son regard était vide. « Merci pour l'invitation, ai-je dit. C'est un plaisir. Sofia parle beaucoup de vous. » Nous nous sommes assises. Il y avait des canapés, du vin rouge, des fromages importés, le tout servi par des employés qui se déplaçaient en silence. Tadeo était assis à côté de Sofia, lui tenant la main. Elle souriait, mais semblait tendue. Et puis Don Umberto est apparu. Il est entré avec la même arrogance que d'habitude, costume sombre, montre en or, sourire de vendeur. « Madame Frida, quel plaisir de vous avoir chez nous. » Je me suis levé, il m'a tendu la main, je l'ai serrée fermement. « Merci de me recevoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Nous allons dîner dans quelques minutes, mais avant, je veux porter un toast. » Don Umberto a pris un verre de vin. Nous l'avons tous imité. « Je veux porter un toast à ma fille Sofia, » a-t-il dit en la regardant. Elle a toujours été ma fierté, intelligente, belle, bien éduquée. Et maintenant, elle est sur le point de se marier. Il a fait une pause. Il a regardé Tadeo. Avec un garçon travailleur, humble, de bonne famille. Le mot « humble » sonnait comme une insulte. Tadeo a baissé les yeux. J'ai serré mon verre. Don Umberto a continué. J'espère que ce mariage sera le début de quelque chose de grand, car dans cette famille, nous valorisons l'effort, le travail acharné, l'ambition. Il m'a regardé droit dans les yeux. N'est-ce pas, Madame Frida? J'ai soutenu son regard. Je crois que dans cette vie, la chose la plus précieuse est l'honnêteté. Un silence gêné s'est installé. Don Umberto a souri, mais ses yeux sont devenus froids. Bien sûr. L'honnêteté. C'est si important. Nous avons trinqué. Mais je savais que je venais de lui lancer un avertissement, et il le savait aussi. Pendant le dîner, Don Umberto a parlé sans arrêt de ses affaires, de ses contacts, des chantiers qu'il avait construits, des politiciens qu'il connaissait. J'ai un nouveau projet, a-t-il dit en coupant son filet. Un développement résidentiel à Querétaro, 500 maisons. Ce sera mon plus grand chantier. Doña Guadalupe a souri faiblement. C'est merveilleux, mon chéri. Mais j'ai pensé, avec quel argent, si tu es ruiné? Tadeo écoutait attentivement. Sofia mangeait en silence. Et moi, je ne faisais qu'observer. J'observais comment Don Umberto mentait avec une telle facilité, comment sa femme faisait semblant que tout allait bien, comment Sofia avalait sa tristesse à chaque bouchée. Toute cette famille vivait dans un mensonge, et j'étais sur le point de le détruire. Mais pas encore, pas encore. À la fin du dîner, Don Umberto m'a demandé de lui parler en privé. « Madame Frida, m'accompagnez-vous à mon bureau ?» J'ai hoché la tête. Je l'ai suivi dans un long couloir jusqu'à une pièce avec des étagères en bois, des livres qu'il n'avait jamais lus et un bureau énorme. Il a fermé la porte. « Asseyez-vous. » Je me suis assise. Il est resté debout, me regardant de haut. « Je veux vous parler de Tadeo. » Je vous écoute. C'est un bon garçon, travailleur, respectueux, mais... Il a fait une pause. Mais il n'a pas d'avenir. J'ai senti mon sang bouillir. Pardon? Il n'a pas d'avenir, a-t-il répété. Il gagne peu. Il n'a pas de propriété. Il n'a pas de grandes ambitions. Et ma fille mérite mieux. Je me suis levé. Mon fils a quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Il a des valeurs, de la dignité, un amour véritable.
Don Umberto a ri. L'amour ne paie pas les factures, Madame Frida. Non, mais l'honnêteté apporte la paix. Il s'est approché de moi. Sa voix est devenue froide. Écoutez, je vais être clair. J'ai payé ce mariage. Je paie tout. Et quand ils se marieront, Sofia continuera de dépendre de moi, parce que votre fils ne peut pas l'entretenir. Alors vous feriez mieux de comprendre qui commande ici. Je l'ai regardé fixement. Je comprends parfaitement qui croit commander. Je suis sorti de ce bureau sans rien dire de plus. J'ai descendu les escaliers. Tadeo m'a vu et s'est approché. Maman, ça va? Oui, mon fils, juste fatigué. Allons-y, nous avons dit au revoir. Nous sommes montés dans la voiture. Tadeo a conduit en silence. Quand nous sommes arrivés chez moi, il m'a dit, Maman, je sais que Don Umberto est difficile, mais je le fais pour Sofia. Elle en vaut la peine. Je l'ai serré dans mes bras. Je sais, mon fils, je sais. Mais à l'intérieur, je pensais, Don Umberto Salazar, ton heure est venue. Tu n'as plus qu'à attendre le jour du mariage. Tandis que je raconte tout cela, je me demande où tu es en train de m'écouter. As-tu aussi connu quelqu'un comme ça, quelqu'un qui utilise l'argent pour contrôler, qui humilie au nom du succès? Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Je veux savoir où tu m'écoutes. La semaine avant le mariage fut un chaos. Tadeo dormait à peine. Il devait terminer un projet à son travail et en même temps régler les derniers détails de la cérémonie. Je le voyais épuisé, stressé, mais heureux. Maman, dans une semaine, je me marie. Me disait-il avec ce sourire qui me faisait fondre le cœur. Je n'arrive pas à y croire. Je lui préparais du café, je repassais sa chemise pour l'essayage du costume, je l'accompagnais pour acheter les alliances. Et tout ce temps, je portais ce secret qui pesait chaque jour un peu plus. Mais quelque chose changeait en moi. Ce n'était plus seulement de la rage contre Don Umberto, c'était un besoin de justice. Car plus je le voyais agir, plus je me rendais compte que cet homme ne trompait pas seulement sa famille, il trompait tout le monde. Et le pire, c'est qu'il y prenait plaisir. Le mardi de cette semaine, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Rodrigo, le détective. Madame Frida, je dois vous voir. J'ai trouvé autre chose. Qu'avez-vous trouvé? Je préfère vous le dire en personne. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi? J'y suis allé. J'ai monté ces mêmes escaliers que je connaissais si bien. L'odeur de lessive et de vieux café était toujours là. Rodrigo m'attendait avec un autre dossier. Asseyez-vous, m'a-t-il dit d'une voix sérieuse. Je me suis assise, mes mains tremblaient. Qu'est-ce qui se passe? Rodrigo a ouvert le dossier, en a sorti de nouveaux documents. J'ai enquêté plus en profondeur sur les finances de Salazar et associés et j'ai trouvé quelque chose de grave. Quoi? Don Umberto ne se contente pas de détourner de l'argent pour son autre famille, il est aussi impliqué dans une fraude à la construction. J'ai eu le souffle coupé. Quel type de fraude? Il y a 2 ans, il a remporté un appel d'offres pour construire un ensemble de logements sociaux dans l'État de Mexico, 120 habitations. Le gouvernement lui a versé une avance de 25 millions de pesos, et il n'a construit que 40 maisons. Les 80 autres n'ont jamais été terminées. Il a gardé l'argent. Il a dit qu'il y avait eu des problèmes avec les fournisseurs, que les matériaux avaient augmenté de prix, qu'il y avait eu des retards, mais tout était un mensonge. Mon Dieu! Il y a des familles qui ont versé un acompte, qui ont attendu des années et qui n'ont jamais reçu leur maison. Maintenant, il y a une action collective en justice contre lui et une enquête du parquet anticorruption. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Quand est-ce que ça va exploser? Rodrigo a vérifié ses notes. Selon mes sources, le parquet va émettre un mandat d'arrêt dans les 3 prochains mois. Peut-être avant. 3 mois. Oui. Don Umberto vit ses derniers jours de liberté. Je suis restée silencieuse. Rodrigo a continué. Et ce n'est pas tout. L'entreprise est techniquement en faillite. Les employés n'ont pas reçu leur salaire complet depuis 2 mois. Il y a des machines saisies, 3 chantiers arrêtés, et la banque a déjà entamé une procédure de recouvrement pour le prêt que je vous ai mentionné. Et Don Umberto continue de dépenser comme si de rien n'était. Exactement. La semaine dernière, il a acheté une nouvelle voiture, une BMW.
Il l'a payé comptant, en espèces. D'où a-t-il sorti cet argent? Rodrigo m'a regardé fixement. Probablement de la caisse de l'entreprise ou d'un compte caché. Cet homme est un expert pour dissimuler de l'argent. J'ai fermé les yeux. Et sa femme, Doña Guadalupe, sait-elle quelque chose de tout ça? Je ne sais pas, mais j'en doute. Elle vient d'une famille traditionnelle, conservatrice. Si elle savait que son mari a une autre famille, elle aurait probablement déjà divorcé ou au moins l'aurait confronté. Mais il n'y a aucun signe de cela. Alors, elle vit dans l'ignorance, comme beaucoup de femmes d'hommes comme lui. J'ai soupiré. Qu'avez-vous trouvé d'autre? Rodrigo a sorti d'autres photos. J'ai suivi Don Humberto toute la semaine. Il va à l'appartement de Véronica 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Il arrive vers 19h, reste jusqu'à 23h, parfois plus. Et sa femme ne se doute de rien? Il lui dit qu'il a des réunions, des dîners d'affaires, des rendez-vous avec des clients. Et elle le croit. Ou fait semblant de le croire. J'ai regardé les photos. Don Humberto entrant dans l'immeuble, embrassant Véronica sur le balcon, jouant avec les enfants dans le parc. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du dégoût. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, assis sur mon lit, regardant par la fenêtre. Dehors, la ville dormait, les lumières des bâtiments clignotaient, le silence était profond. Et je pensais. Je pensais à Tadeo, à son illusion, à son amour pour Sofia. Je pensais à Sofia, à son innocence, à la façon dont elle cherchait désespérément l'amour d'un père qui ne le méritait pas. Je pensais à Doña Guadalupe, à son silence, à sa tristesse. Je pensais à ses enfants, les enfants secrets de Don Humberto, qui grandissaient sans un père présent, qui vivaient dans l'ombre. Et je pensais à toutes ces familles qui avaient perdu leurs économies, qui avaient attendu des années pour une maison qui n'est jamais arrivée, qui avaient fait confiance à un homme qui les avait volés. Et j'ai compris quelque chose. Il ne s'agissait plus seulement de protéger mon fils, il s'agissait de rendre justice. Don Humberto Salazar avait construit sa vie sur des mensonges. Il avait piétiné tout le monde sur son passage. Il avait utilisé l'argent, le pouvoir et l'arrogance pour s'en tirer, et personne ne l'avait arrêté. Jusqu'à maintenant. Le jeudi après-midi, 2 jours avant le mariage, je suis allé rendre visite à une amie. Elle s'appelait Teresa. Je la connaissais depuis 20 ans. Elle était avocate, spécialisée en droit de la famille. Nous nous sommes assises dans son bureau. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les dossiers, les documents, les photos. Teresa a tout examiné attentivement. Elle n'a rien dit pendant plusieurs minutes. Finalement, elle a levé les yeux. Frida, c'est explosif. Je sais. Si tu rends ça public, tu vas détruire cette famille. Je sais. Es-tu sûre de vouloir le faire? Je suis restée silencieuse. Teresa a continué. Écoute, je comprends que tu veuilles protéger ton fils, mais pense à Sofia. Elle n'est pas responsable d'avoir un père comme ça. Si tu révèles ça le jour du mariage, tu vas gâcher le jour le plus important de sa vie. Et si je ne dis rien, ai-je répondu. Et si je laisse Tadeo entrer dans cette famille de mensonges? Et si Don Humberto continue de l'humilier? Et s'il l'utilise? Et s'il détruit son estime de soi? Teresa a soupiré. C'est une décision difficile. Non, plus maintenant. Que veux-tu dire? Je l'ai regardé fixement. Don Humberto m'a défié. Il m'a dit que c'était lui qui commandait, que mon fils n'était pas assez bien. Et il a prévu de l'humilier à son propre mariage. Comment le sais-tu? Je le sais, je le connais. Les hommes comme lui ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ont besoin de montrer leur pouvoir, toujours. Teresa a hoché la tête. Et que vas-tu faire? Je vais attendre. Je vais aller à ce mariage. Et si Don Humberto ose humilier mon fils une fois de plus, alors je révélerai tout. En public. En public? Teresa m'a regardé avec inquiétude. Frida, ça va être brutal. Je sais. Les conséquences seront énormes. Je sais. Et tu es prête à vivre avec ça? J'ai respiré profondément. Oui. Parce que la vérité est toujours meilleure que le mensonge,
même si elle fait mal. Teresa est restée silencieuse. Puis elle a dit, alors, tu dois être préparé. Parce que quand tu révéleras ça, Don Umberto niera tout. Il essaiera de te discréditer. Il dira que tu es folle, que tu es jalouse, que tu as tout inventé. C'est pour ça que j'ai apporté des preuves. Les preuves aident, mais elles ne sont pas toujours suffisantes. Tu as besoin de témoins. Tu as besoin que quelqu'un d'autre confirme ce que tu dis. Qui? Teresa a réfléchi un instant. Connais-tu quelqu'un qui travaille dans l'entreprise de Don Umberto? J'ai secoué la tête. Non. Alors tu devras faire confiance aux preuves pour qu'elles parlent d'elles-mêmes. J'ai acquiescé. Elles le feront. Je suis sorti de ce bureau avec une clarté absolue. Je savais ce que je devais faire. Je suis allé à une imprimerie. J'ai fait faire des copies de tous les documents, photos, relevés de compte, virements, tout. J'ai préparé 3 enveloppes. Une pour Tadeo, une pour Sofia, une pour Donia Guadalupe. Je les ai gardées dans mon sac et j'ai attendu. Le vendredi soir, la veille du mariage, Tadeo est venu dîner à la maison. Il était nerveux, mais excité. Maman, demain c'est le grand jour. Je n'arrive pas à croire que c'est déjà là. Je lui ai servi du poulet au mole. Son plat préféré depuis l'enfance. Tu es prêt, lui ai-je demandé. Je crois que oui. Enfin, je suis nerveux, mais heureux. Très heureux. Et Sofia? Elle aussi, bien qu'elle soit un peu stressée. Son père veut toujours tout contrôler. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Qu'a-t-il fait maintenant? Rien de grave. Il veut juste faire un long discours. Il dit qu'il a des choses importantes à dire. C'était la confirmation dont j'avais besoin. Don Umberto allait utiliser ce micro pour humilier mon fils. Je le savais. Et j'allais être prête. Cette nuit-là, après le départ de Tadeo, j'ai sorti les 3 enveloppes, je les ai posées sur la table de la cuisine, je les ai regardées pendant des heures et je me suis demandé, est-ce que je fais ce qu'il faut? Mais ensuite, je me suis souvenu de tout. Je me suis souvenu des familles qui avaient perdu leur maison. Je me suis souvenu de ces enfants qui grandissaient sans père. Je me suis souvenu de Donia Guadalupe vivant dans un mensonge. Je me suis souvenu de Sofia cherchant l'amour d'un homme incapable de le donner. Et je me suis souvenu de Tadeo, mon fils, mon enfant, l'homme bon, honnête, travailleur que ce monstre avait traité d'idiot. Et j'ai su la réponse. Oui, je faisais ce qu'il fallait. Parce que la justice n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours nécessaire. Je me suis couché tard cette nuit-là et j'ai rêvé du lendemain. J'ai rêvé de Don Umberto prenant ce micro. J'ai rêvé de son sourire arrogant. J'ai rêvé de ses paroles empoisonnées. Et j'ai rêvé du moment où je me lèverais, lui arracherais ce micro et dirais la vérité. La vérité qui détruirait son monde de mensonges. Et quand je me suis réveillé, j'ai su que ce rêve allait devenir réalité. Parce que le moment était venu. Le moment de la justice. Le jour du mariage, le ciel était dégagé. C'était un samedi. Le soleil brillait sur la ville. Il faisait chaud, mais une légère brise agitait les rideaux de ma fenêtre. Je me suis levé tôt. Je n'avais pas bien dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la même scène, Don Umberto devant le micro, ses paroles cruelles, le visage de Tadeo sombrant dans la honte. Mais je me voyais aussi, moi, me levant, prenant ce micro et disant la vérité. J'ai préparé du café, je me suis assise dans la cuisine, j'ai regardé les 3 enveloppes que j'avais laissées sur la table. Une pour Tadeo, une pour Sofia, une pour Donia Guadalupe. Je les ai prises, les ai mises dans mon sac avec les copies de tous les documents, et j'ai respiré profondément. Aujourd'hui, tout change, ai-je pensé. La cérémonie religieuse devait avoir lieu à 17h à la paroisse de San Agustin, la réception à 19h dans le salon du country club. Tadeo m'avait demandé d'arriver tôt à l'église. Maman, je veux que tu sois avec moi avant d'entrer. Ça m'apaise beaucoup de te voir. Je suis arrivé à 16h. L'église était décorée de roses blanches et de rubans couleur ivoire. Ça sentait l'encens et les fleurs fraîches. Tout était élégant, impeccable. Tadeo était dans une pièce latérale avec ses témoins. Quand il m'a vu, il a souri. Maman. Je me suis approché. Je l'ai serré dans mes bras.
Il sentait l'eau de colonne neuve. Il était nerveux. Ses mains tremblaient un peu. Comment te sens-tu, lui ai-je demandé. Nerveux, heureux, effrayé, tout en même temps. Je lui ai pris les mains. Tadeo, je veux que tu saches quelque chose. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je serai toujours de ton côté. Toujours. Il m'a regardé, étrangement. Quoi qu'il arrive. Maman, tu vas bien? J'ai souri. Oui, mon fils. Je voulais juste te le dire. Je l'ai serré à nouveau dans mes bras. Et j'ai senti mon cœur se briser, car je savais qu'après aujourd'hui, plus rien ne serait comme avant. La cérémonie fut magnifique. Sofia est entrée au bras de Don Umberto. Elle portait une robe blanche, simple mais élégante. Son voile tombait comme une cascade de dentelle. Elle était radieuse. Don Umberto marchait, le torse bombé de fierté, comme s'il remettait un trophée, et non sa fille. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, le père Miguel a béni leur union. Tadeo et Sofia ont échangé leurs vœux. Ils se regardaient avec un amour vrai, authentique, pur. Et moi, assise au 3e rang, je pleurais. Je pleurais de bonheur pour mon fils et je pleurais de tristesse car je savais ce qui allait arriver. La réception au Country Club a commencé à 19h précises. Le salon était immense. Des tables rondes avec des nappes blanches, des centres de table avec des roses et des bougies, une piste de danse au centre, une scène avec un micro et des haut-parleurs. Il y avait plus de 200 invités. Des hommes d'affaires, des politiciens, des familles riches, tous vêtus de costumes chers et de robes de créateurs. Et puis il y avait nous, ma famille, les cousins de Tadeo, ses amis de l'université, son parrain qui était électricien, sa marraine qui travaillait dans une papeterie. On pouvait voir la différence. 2 mondes dans une même salle. Mais Tadeo ne semblait pas s'en rendre compte. Il était heureux, dansant avec Sofia, riant avec ses amis, serrant ses oncles dans ses bras. Je me suis assise à une table sur le côté. J'observais tout et j'attendais. Le dîner s'est déroulé sans problème. On a servi du filet avec des pommes de terre, de la salade, une soupe de champignons, tout était délicieux. Les gens mangeaient, discutaient, riaient. Et puis est venu le moment des toasts. Le maître de cérémonie a pris le micro. Bonsoir à tous. C'est un honneur d'être ici pour célébrer l'union de Tadeo et Sofia. À présent, le père de la mariée, Monsieur Umberto Salazar, a quelques mots à partager. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Don Umberto s'est levé, a marché vers la scène, a pris le micro, a souri et a commencé à parler. Bonsoir à tous. Merci de nous accompagner en cette soirée si spéciale. Applaudissements. En tant que père, c'est un moment doux amer, car aujourd'hui je donne ma fille, ma princesse, ma fierté. Il a regardé Sofia. Elle a souri avec des larmes dans les yeux. Puis il a regardé Tadeo et son expression a changé. Sofia a toujours été très spéciale, intelligente, belle, capable. Elle aurait pu choisir n'importe qui. N'importe qui. Pause. Mais elle a choisi Tadeo. Rire nerveux. Eh bien, Tadeo est un garçon travailleur, ça je ne peux pas le nier. Il vient d'une famille humble, mais honnête. Le mot « humble » sonnait comme du venin. Quand Sofia m'a dit qu'elle voulait l'épouser, je lui ai dit « Ma fille, es-tu sûre ?» Ce garçon n'a rien, pas de propriété, pas d'entreprise, pas d'avenir brillant. La salle est devenue silencieuse. Tadeo a baissé les yeux. Son visage est devenu pâle. Sofia lui a pris la main, mais elle semblait mal à l'aise. Don Umberto a continué. Mais Sofia a insisté. Eh bien, quand une femme s'entête, il n'y a aucun moyen de la faire changer d'avis. D'autres rirent, mais cette fois cruels. Alors aujourd'hui, en ce jour si spécial, je veux porter un toast à ma fille, à son courage, à son entêtement. Il a levé sa coupe. Et je veux dire quelque chose que j'ai déjà dit à ma famille en privé. Il a regardé Tadeo droit dans les yeux. Ce type est un idiot, mais ma fille a insisté pour l'épouser. La salle a éclaté de rire. Certains invités ont applaudi, d'autres se sont regardés, mal à l'aise. Mais moi, j'ai senti que quelque chose en moi se brisait. J'ai regardé Tadeo. Il avait les yeux vitreux, les poings serrés, la mâchoire tendue. Sofia l'a enlacé, lui chuchotant quelque chose à l'oreille.
Donia Guadalupe regardait son assiette, honteuse. Et Don Humberto continuait de sourire, savourant son moment de pouvoir. Alors je me suis levé. Mes jambes tremblaient, mais j'ai marché vers la scène. Tout le monde m'a regardé. Don Humberto m'a vu approcher. Son sourire s'est effacé. Madame Frida, que faites-vous? Je n'ai pas répondu. Je suis monté sur scène, je lui ai arraché le micro des mains. Excusez-moi, Don Humberto, mais maintenant c'est à mon tour de parler. La salle est tombée dans un silence absolu. J'ai regardé tous les invités, 200 personnes qui me fixaient. J'ai respiré profondément et j'ai parlé. Bonsoir. Mon nom est Frida Escoto. Je suis la mère de Tadeo. Ma voix tremblait, mais elle était ferme. Il y a quelques minutes, Don Humberto a traité mon fils d'idiot devant vous tous, devant sa propre fille le jour de son mariage. Silence. Et je veux dire quelque chose. Mon fils n'est pas un idiot. Mon fils est un homme honnête, travailleur, intègre. Un homme qui paie ses dettes, qui tient sa parole, qui respecte les femmes, qui aime de tout son cœur. J'ai regardé Don Humberto. Mais vous, Don Humberto, vous ne savez pas ce que c'est d'être un homme véritable. Son visage est devenu rouge. Comment osez-vous? J'ose parce que j'ai des preuves. J'ai sorti les documents de mon sac, je les ai levés bien haut. Au cours des dernières semaines, j'ai enquêté sur votre vie et j'ai trouvé des choses que tout le monde ici devrait savoir. Donia Guadalupe s'est levée de sa chaise, pâle. Qu'est-ce que vous dites? J'ai regardé les invités. Don Humberto Salazar a 2 familles. Des halètements, des murmures. Il a une femme ici, Donia Guadalupe, et il a une autre femme, Veronica Campos, avec qui il a 2 enfants, un garçon de 7 ans, une fille de 5 ans. Donia Guadalupe a mis ses mains sur sa bouche. Ses yeux se sont remplis de larmes. Don Humberto a essayé de m'arracher le micro. C'est un mensonge. Elle est folle. Je l'ai esquivé. Un mensonge? J'ai des photos, des adresses, des preuves de virement bancaire. J'ai montré les photos, les gens se sont levés pour voir. Don Humberto paie le loyer de l'appartement de Veronica, paie l'école de ses enfants, paie tout. Avec quel argent? Avec l'argent de son entreprise. Salazar est associé. Les employés de l'entreprise qui étaient là se sont regardés. Mais ce n'est pas tout, ai-je continué. Don Humberto est aussi un voleur. Taisez-vous, a crié Don Humberto. Il y a 2 ans, il a remporté un appel d'offres pour construire 120 logements sociaux. Il a reçu 25 millions de pesos du gouvernement. Combien de maisons a-t-il construites? 40 et le reste de l'argent, il l'a volé. Des cris, de l'indignation. Il y a des familles qui ont payé des acomptes, qui ont attendu des années et qui n'ont jamais reçu leur maison. Parce que cet homme a volé leur argent. Don Humberto a essayé de quitter la scène, mais les gens l'ont encerclé. J'exige des preuves. A-t-il crié. Les voici. J'ai distribué des copies des documents aux invités les plus proches. Ils sont passés de main en main. Relevé de compte, virement, photos, tout. Donia Guadalupe pleurait de façon inconsolable. Sofia la serrait dans ses bras, en état de choc. Tadeo me regardait, paralysé. Et j'ai continué. L'entreprise Salazar et Associés est en faillite, elle doit plus de 12 millions de pesos. Il y a des saisies, des procès et une enquête du parquet anticorruption. Un murmure a parcouru la salle. Dans les prochains mois, Don Humberto sera arrêté. Parce que la justice, même si elle est lente, arrive toujours. J'ai regardé Don Humberto droit dans les yeux. Vous avez traité mon fils d'idiot. Mais le véritable idiot, c'est vous. Parce que vous avez construit votre vie sur des mensonges, et les mensonges s'effondrent toujours. J'ai laissé le micro sur la scène, je suis descendu et j'ai marché vers Tadeo. Je l'ai serré dans mes bras. Je suis désolé, mon fils, mais je ne pouvais pas le laisser t'humilier une fois de plus. Tadeo m'a serré en retour, en pleurant. Maman, est-ce que tout ça est vrai? Oui, mon fils, tout. Le salon est devenu un chaos. Les gens parlaient, criaient, partaient. Don Humberto a tenté de se défendre, mais personne ne le croyait. Donia Guadalupe est partie avec ses sœurs. Sofia courait derrière elle.
Tadeo est resté debout au milieu du salon vide, regardant tout s'effondrer. Et je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Même si ça faisait mal, même si tout était détruit. Parce que la vérité est toujours meilleure que le mensonge. Toujours. Je me demande encore si j'ai fait ce qu'il fallait. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? Cette nuit-là, il n'y eut pas de fête, pas de danse, pas de musique, pas de rire. Il ne resta que l'écho de la vérité rebondissant contre les murs du salon vide. Les invités partirent un par un, certains indignés, d'autres honteux, d'autres encore curieux, cherchant à confirmer sur leur téléphone ce qu'ils venaient d'entendre. Les tables restèrent à moitié dressées, les coupes de champagne pleines, les roses blanches se fanant sous les lumières que personne n'éteignit. Et au milieu de tout ce chaos silencieux, il y avait nous. Tadeo, assis sur une chaise, la tête entre les mains. Sofia, debout à côté de lui, pleurant en silence. Donia Guadalupe, dans un coin, consolée par ses sœurs. Et Don Humberto. Don Humberto avait disparu. Il était parti dès qu'il avait pu, sans donner d'explication, sans demander pardon, sans regarder en arrière. Comme le font les lâches. Je me suis approché de Tadeo, je me suis agenouillé devant lui. Mon fils? Il n'a pas répondu. Tadeo, regarde-moi. Il a levé la tête. Il avait les yeux rouges, la mâchoire serrée. Pourquoi, maman? Pourquoi as-tu fait ça? Sa voix était brisée, pleine de douleur. Parce que je ne pouvais pas laisser cet homme t'humilier une fois de plus. Mais tu as détruit mon mariage, tu as tout détruit. Non, mon fils. Je n'ai rien détruit. C'est lui qui l'a fait, il y a des années. Je n'ai fait que mettre la vérité en lumière. Tu aurais pu me le dire avant. Tu aurais pu me prévenir en privé. J'ai essayé, mais tu étais si amoureux, si plein d'illusions. Tu ne voulais pas voir les signes. Tadeo s'est levé, a marché vers la fenêtre. Il regardait la nuit sans la voir. Sofia me déteste maintenant. Non, mon fils, elle ne te déteste pas, sa famille est détruite par ta faute. Non, sa famille était détruite depuis des années, seulement personne ne voulait le voir. Tadeo s'est tourné vers moi. Il y avait de la rage dans ses yeux. Tu n'avais pas le droit, maman. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Ces mots m'ont fait plus mal que n'importe quel coup. J'avais tous les droits. Je suis ta mère et mon travail est de te protéger. Même si tu ne le comprends pas maintenant. Me protéger? Tu viens de me ridiculiser devant 200 personnes. Non, Tadeo. C'est Don Humberto qui t'a ridiculisé. Je n'ai fait que défendre ta dignité. Il est resté silencieux, respirant avec agitation. Puis il a dit à voix basse, j'ai besoin d'être seul. Et il est sorti du salon. Je suis resté là, debout, regardant mon fils s'éloigner, et j'ai senti mon cœur se briser en deux. Sofia s'est approchée de moi. Elle avait le maquillage qui avait coulé, la robe froissée, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Madame Frida. Je me suis tourné vers elle. Sofia, C'est vrai, m'a-t-elle interrompu. Tout ce que vous avez dit est vrai? Je l'ai regardée dans les yeux. Oui, c'est vrai. Elle s'est pris le visage entre les mains. Elle a sangloté. Je ne peux pas le croire. Mon père? Mon père a une autre famille, d'autres enfants. Et moi, je n'ai jamais rien su. Je suis désolé, Sofia. Depuis quand le saviez-vous? Depuis quelques semaines. Et pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant? Parce que je ne voulais pas gâcher ta journée. Mais quand ton père a humilié Tadeo, je ne pouvais pas rester silencieuse. Sofia a secoué la tête. Ma mère est anéantie. Mes sœurs sont furieuses. Et moi, je ne sais pas quoi ressentir. Elle s'est laissée tomber sur une chaise. Toute ma vie, j'ai cru que mon père était un héros, un homme prospère, respecté. Et il s'avère que c'est un menteur, un voleur, un monstre. Je me suis assise à côté d'elle, je lui ai pris la main. Ton père est responsable de ses propres décisions. Tu n'y es pour rien. Mais j'ai l'impression que si. J'ai l'impression que j'aurais dû voir les signes, les mensonges, les absences. Tu ne pouvais pas les voir parce que tu lui faisais confiance. Et ce n'est pas de ta faute. C'est ce que fait l'amour. Il te rend aveugle.
Sofia m'a regardé avec ses yeux pleins de douleur. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je regarder Tadeo dans les yeux? Comment vais-je? Elle s'est effondrée à nouveau. Je l'ai serrée dans mes bras, je l'ai laissée pleurer sur mon épaule, et j'ai pensé, cet enfant ne mérite pas ça. Mais la vie ne nous donne pas toujours ce que nous méritons. Doña Guadalupe s'est approchée un peu plus tard. Ses sœurs étaient parties. Elle était seule. Elle marchait lentement, comme si chaque pas lui faisait mal. Madame Frida. Je me suis levé. Doña Guadalupe. Nous nous sommes regardés en silence. 2 femmes, 2 mères, 2 survivantes. C'est vrai, a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai? Oui. Elle a fermé les yeux. Une larme a roulé sur sa joue. Je m'en doutais. Depuis des années. Mais je n'ai jamais voulu le confirmer. Je suis désolé. Non, vous ne l'êtes pas, m'a-t-elle regardé durement. Vous êtes venu ici pour détruire ma famille. Non, je suis venu protéger mon fils. Et détruire ma fille au passage. Votre fille ira bien. Parce qu'elle a quelque chose que votre mari ne lui a jamais donné. Elle a la vérité. Doña Guadalupe a ri, mais c'était un rire amer, sans joie. La vérité. Et à quoi me sert la vérité maintenant? Mon mariage est un mensonge. Ma vie est un mensonge. Tout ce que j'ai construit s'est effondré en une nuit. Non, ça s'est effondré il y a des années. C'est juste que vous ne vouliez pas le voir. Elle m'a regardé avec colère. Qui êtes-vous pour me juger? Je ne vous juge pas. Je comprends pourquoi vous êtes restée silencieuse. Par peur, par honte, pour les enfants. Je comprends. Mais ça ne change rien au fait que votre mari est un escroc. Doña Guadalupe a respiré profondément. Je veux voir les preuves. Je lui ai tendu l'enveloppe à son nom. Elle l'a ouverte. Elle a examiné les photos, les documents, les virements. J'ai vu son visage changer. De la douleur à la colère, de la colère à la résignation. Quand elle a eu fini, elle a fermé l'enveloppe. Que allez-vous faire de ça, lui ai-je demandé. Je ne sais pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Humberto Salazar n'est plus mon mari. Je ne sais même pas s'il l'a jamais été. Elle s'est retournée et est partie. Et je suis resté là, seul, entouré des débris d'un mariage qui n'a jamais eu lieu. Je suis sorti du salon à 23 heures. Dehors, l'air était frais, le ciel était dégagé, les étoiles brillaient. J'ai marché jusqu'à ma voiture, mes jambes tremblaient, mes mains aussi. Je me suis assise sur le siège du conducteur, j'ai fermé la porte, et je me suis enfin permis de pleurer. J'ai pleuré pour Tadeo, pour sa douleur, pour sa colère. J'ai pleuré pour Sofia, pour son innocence perdue. J'ai pleuré pour Doña Guadalupe, pour toutes ces années de mensonges. Et j'ai pleuré pour moi. Parce que je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, mais je savais aussi que j'avais perdu quelque chose dans le processus. J'avais perdu la confiance de mon fils. Et ça faisait plus mal que tout. Je suis rentré chez moi après minuit. Je suis entré, j'ai fermé la porte, j'ai enlevé mes chaussures. La maison était vide, silencieuse, froide. Je me suis assise sur le canapé, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé, est-ce que ça en valait la peine? Je ne le savais pas encore. Peut-être que je ne le saurais jamais. Mais il y avait une chose que je savais. La vérité a toujours un prix. Et je venais de le payer. Le dimanche matin, Tadeo ne m'a pas appelé. Ni le lundi, ni le mardi. Une semaine a passé, puis 2, et rien. J'ai essayé de l'appeler, il ne répondait pas. Je lui ai envoyé des messages, il ne répondait pas. Je suis allé à son appartement, il n'a pas ouvert la porte. Et j'ai compris. Mon fils ne voulait pas me voir. Pas encore. Peut-être jamais. Au cours de ces semaines, le scandale a éclaté. Les journaux ont publié des articles sur Don Humberto Salazar, sur la fraude, sur les logements inachevés, sur les familles touchées. Certaines de ces familles m'ont contacté, m'ont remercié d'avoir révélé la vérité, m'ont dit qu'elles attendaient la justice depuis des années. Le parquet anticorruption a accéléré l'enquête. 2 mois plus tard, Don Humberto a été arrêté. Je l'ai vu aux informations. Menotté,
marchant vers une voiture de police, la tête basse. Ce n'était plus l'homme arrogant du jour du mariage. C'était juste un homme brisé, vaincu. Et moi, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Seulement de la tristesse. Parce que la justice était arrivée, mais à un coût très élevé. Sophia m'a appelé un après-midi. Madame Frida, pouvons-nous parler? Bien sûr, ma chérie. Nous nous sommes vus dans un café, le même où nous avions parlé des semaines auparavant. Elle avait l'air fatiguée, plus mince, mais aussi plus forte. Je veux vous remercier, m'a-t-elle dit. Me remercier? Oui. Pour avoir dit la vérité. Même si ça a fait mal, même si ça a détruit mon monde, vous avez fait ce que personne d'autre n'a eu le courage de faire. Comment va ta mère? Elle a demandé le divorce, elle a déménagé chez ma grand-mère. Elle est en train de tout digérer, mais je crois qu'elle ira bien. Et toi? Je digère aussi. Découvrir que tu as 2 frères que tu n'as jamais connus, c'est étrange. Mais j'ai rencontré Véronica et les enfants. Vraiment? Oui, ce sont de bons enfants. Et Véronica, elle ne savait pas non plus que mon père était marié. Il lui avait dit qu'il était divorcé. J'ai soupiré. Ton père a trompé tout le monde. Je sais. Et maintenant, il paie pour ça. Elle est restée silencieuse un moment, puis a demandé, comment va Tadeo? Je ne sais pas. Il ne me parle pas. Je sais. Il ne me parle pas non plus. Nous nous sommes regardés, 2 femmes qui avaient perdu le même homme pour des raisons différentes. Donne-lui du temps, a dit Sophia. Tadeo est bon, et quand sa colère sera passée, il comprendra. J'espère que tu as raison. Je l'ai. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise de tout ça, c'est que la vérité, même si elle fait mal, nous rend toujours plus forts. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Tu es très sage, Sophia. Non, j'ai juste appris de la meilleure, elle m'a pris la main. Merci, Madame Frida. Pour avoir protégé Tadeo, et pour m'avoir protégé aussi, même si je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Et là, dans ce café, avec le soleil entrant par la fenêtre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Tadeo m'a finalement appelé 3 mois plus tard. Maman? Le simple fait d'entendre sa voix m'a fait pleurer. Mon fils? Pouvons-nous nous voir? Bien sûr, quand tu veux. Demain, chez toi. Oui. Il est arrivé à 18h, avec Sophia. Ils se tenaient la main. J'ai ouvert la porte, je les ai regardés. Il y avait tant à dire, tant à expliquer. Mais Tadeo m'a juste serré dans ses bras et a dit, « Pardonne-moi, maman. Pour tout ce que je t'ai dit, pour la façon dont je t'ai traité. Tu avais raison. Surtout. » J'ai pleuré sur son épaule. Non, mon fils. Pardonne-moi, toi, d'avoir gâché ton mariage. Tu n'as rien gâché. Tu as sauvé ma vie. Nos vies. Sophia a hoché la tête. C'est vrai, Madame Frida. Si vous n'aviez pas parlé, j'aurais continué à vivre dans un mensonge. Et Tadeo? Tadeo aurait subi des années d'humiliation. Nous nous sommes assis dans le salon, je leur ai préparé du café comme au bon vieux temps. Et Tadeo m'a dit, « Maman, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que parfois, l'amour, c'est aussi dire des vérités difficiles. Même si elles font mal, même si elles nous éloignent pour un temps. » Et le mariage? Ai-je demandé. Tadeo et Sophia se sont regardés. Nous allons nous remarier, a dit Sophia. En petit comité. Juste la famille proche, les vrais amis. Sans mensonge, sans apparence. Et sans Don Umberto, a ajouté Tadeo. J'ai souri. Ça me semble parfait. Cette nuit-là, quand ils sont partis, je suis restée assise dans le salon, regardant par la fenêtre. Les lumières de la ville, le ciel sombre. Et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. J'avais beaucoup perdu, la confiance de mon fils pendant un temps, l'illusion d'un mariage parfait, la paix de ma conscience. Mais j'avais aussi gagné quelque chose. J'avais gagné la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Parce que défendre ceux qu'on aime n'est pas toujours facile, mais c'est toujours nécessaire. Et la vérité, même si elle fait mal, nous libère toujours. Toujours.
Les mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction, non seulement pour Tadeo et Sofia, mais aussi pour moi. Parce que j'ai découvert quelque chose auquel je ne m'attendais pas, dire la vérité ne fait pas de vous un héros, cela fait de vous un témoin gênant, quelqu'un que tout le monde respecte mais que peu de gens veulent avoir près d'eux. Certaines personnes m'ont qualifié de courageuse, d'autres d'indiscrète, et d'autres ont simplement cessé de me parler. Mais j'ai appris à vivre avec ça, parce que la paix intérieure vaut plus que l'approbation des autres. Tadeo et Sofia se sont remariés 3 mois plus tard. C'était une petite cérémonie dans une vieille chapelle du centre-ville. Seulement 30 personnes, la famille proche, les vrais amis. Il n'y a pas eu de salle de réception, pas de dîner de gala, pas de liste de cadeaux coûteux. Après la cérémonie, nous sommes allés manger dans un restaurant familial. Nous avons mangé du mole, du riz, des haricots, nous avons bu de l'eau d'horchata, nous avons ri, pleuré, raconté des histoires. C'était parfait parce que c'était réel. Quand Tadeo m'a demandé de danser avec lui, il a mis « Contigo apprendi » d'Armando Manzanero. La même chanson qu'il avait choisie pour le premier mariage. Maman, m'a-t-il dit pendant que nous dansions. Merci. Pourquoi, mon fils? Pour m'avoir appris que le véritable amour ne se construit pas sur les apparences, mais sur la vérité. Même si ça fait mal. Je l'ai serré fort dans mes bras. Je te protégerai toujours, Tadeo. Toujours. Je sais, maman. Et pardonne-moi de ne pas l'avoir compris avant. Il n'y a rien à pardonner. Nous avons dansé en silence et j'ai senti que quelque chose en moi guérissait. Parce que mon fils était revenu, et c'était la seule chose qui comptait. Sofia est aussi venue me voir ce jour-là. Madame Frida, puis-je vous parler? Nous sommes sortis dans le jardin du restaurant. Il y avait des jacarandas en fleurs. L'air sentait la terre humide et les fleurs violettes. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je veux vous raconter quelque chose à propos de mon père. Qu'est-il arrivé? Sofia a respiré profondément. Je suis allé lui rendre visite en prison. J'ai été surprise. Tu y es allé? Oui. Il y a 2 semaines. Et comment c'était? Horrible. Mais nécessaire. Elle s'est assise sur un banc. Je me suis assise à côté d'elle. Quand je suis entré dans la salle de visite, je l'ai à peine reconnu. Il était maigre, décharné, avec l'uniforme orange des prisonniers. Il ne ressemblait plus à l'homme puissant que tout le monde connaissait. Que t'a-t-il dit? Au début, rien. Il me regardait juste comme s'il ne pouvait pas croire que j'étais là. Sofia s'est essuyé une larme. Puis il m'a dit. Sofia, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, papa, je ne sais pas si je peux te pardonner. Tu m'as menti toute ma vie. Tu as menti à maman, tu as menti à Véronica, à ses enfants, aux familles qui t'ont fait confiance. Tu as détruit des vies, y compris la tienne. Comment a-t-il réagi? Il a pleuré. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer. Il m'a dit que j'avais raison, qu'il avait été un lâche, qu'il avait construit sa vie sur des mensonges parce qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur. Sofia m'a regardé. Il m'a dit qu'il avait toujours eu peur que les gens découvrent qui il était vraiment, un enfant pauvre d'Oaxaca qui a fait semblant d'être riche toute sa vie, qui achetait des choses qu'il ne pouvait pas se permettre pour impressionner des gens qui ne lui importaient pas. J'ai ressenti une pointe de tristesse. Et toi, qu'as-tu ressenti? J'ai ressenti de la pitié. Parce que j'ai compris que mon père n'était pas un monstre, c'était un homme brisé qui a pris des décisions terribles et qui en paie maintenant le prix. L'as-tu pardonné? Sofia a secoué la tête. Pas encore. Mais un jour, je le ferai. Parce que garder de la rancune me fait du mal à moi, pas à lui. J'ai souri. Tu es très sage, Sofia. J'ai appris de vous. Vous m'avez appris que la vérité, même si elle fait mal, nous rend toujours libres. Elle m'a pris la main. Merci, Madame Frida, de ne pas être restée silencieuse, de défendre Tadeo et de me défendre aussi, même si je ne l'avais pas demandé. Je l'ai serré dans mes bras. Je serai toujours là pour vous. Cette nuit-là, quand je suis rentré à la maison, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de tisane à la camomille. J'ai regardé par la fenêtre. La lune était pleine, elle illuminait les rues vides. Et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé.
J'ai pensé à Don Umberto, à la façon dont il avait construit un empire de mensonges qui s'était effondré en une nuit. J'ai pensé à Donia Guadalupe, à la façon dont elle avait trouvé le courage de divorcer et de recommencer à 55 ans. J'ai pensé à Sofia, à la façon dont elle avait transformé sa douleur en sagesse. Et j'ai pensé à Tadeo, à la façon dont il avait appris que le véritable amour n'a pas besoin de luxe, il a juste besoin de vérité. Et alors j'ai compris quelque chose. La justice n'arrive pas toujours vite, mais elle arrive toujours. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. Elle venait du parquet anticorruption. On me demandait de témoigner dans l'affaire contre Don Umberto Salazar. J'ai accepté. Je suis allé au tribunal un mardi matin. C'était un vieil immeuble avec de longs couloirs et des murs gris. Ça sentait le vieux papier et le café réchauffé. Je me suis assise dans la salle d'attente. Il y avait d'autres personnes là. Certaines étaient des familles qui avaient perdu leurs économies à cause de Don Umberto. D'autres étaient des employés de l'entreprise qui n'avaient pas été payés depuis des mois. Une dame âgée s'est approchée de moi. « Vous êtes Frida Escoto ?»« Oui. Je suis Marta Hernandez. Mon mari et moi avons versé un acompte pour une maison il y a 3 ans. Nous ne l'avons jamais reçu. Nous avons perdu toutes nos économies. Je me suis levé, je l'ai serré dans mes bras. Je suis vraiment désolé. Non, grâce à vous, cet homme paie pour ce qu'il a fait. Merci d'avoir eu le courage de parler. D'autres personnes se sont approchées, m'ont remercié, m'ont raconté leurs histoires. Et j'ai compris que ce que j'avais fait n'avait pas seulement protégé mon fils, cela avait donné une voix à toutes ces personnes qui avaient été réduites au silence. Quand ce fut mon tour de témoigner, je suis entré dans la salle. Il y avait un juge, un procureur, des avocats de la défense, et Don Umberto était assis à une table, menotté. Il m'a regardé quand je suis entré, mais il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux, seulement de la défaite. Le procureur m'a posé des questions. Je lui ai tout raconté. Comment j'avais découvert la vérité, comment j'avais engagé un détective, comment j'avais trouvé les preuves. J'ai présenté les documents, les photos, les virements. Tout était enregistré, documenté, indéniable. Quand j'ai eu fini, le juge m'a remercié. Madame Escoto, votre témoignage a été précieux. Merci pour votre collaboration. Je suis sorti de cette salle avec la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que citoyenne. 2 mois plus tard, Don Umberto a été condamné. 12 ans de prison pour fraude et détournement de fonds. Je ne suis pas allé à l'audience, mais Sofia m'a appelé pour me le dire. Il est en prison, Madame Frida. Il va y rester longtemps. Comment te sens-tu? Triste, mais aussi soulagé. Parce qu'enfin, justice a été rendue. Et ta mère? Elle va bien. Elle a commencé à travailler, elle a ouvert une petite boutique d'artisanat. Elle dit que pour la première fois de sa vie, elle sent qu'elle est maîtresse de son propre destin. J'ai souri. Je suis heureuse pour elle. Et il y a autre chose, a dit Sofia. Quoi? Véronica s'est aussi éloignée de mon père. Elle a déménagé à Puebla avec ses enfants. Elle a recommencé à zéro. Et la semaine dernière, elle m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée pour tout ce qui s'était passé, qu'elle non plus ne connaissait pas toute la vérité. Et toi, que lui as-tu dit? Que ce n'était pas de sa faute, que mon père nous avait toutes trompées. Et que j'espère qu'un jour nous pourrons nous rencontrer, parce que ses enfants sont mes frères et sœurs et qu'ils méritent d'avoir une famille. Je suis resté sans voix. Sofia, tu es incroyable. Non, j'ai juste appris que la vie est trop courte pour garder des rancunes et que la vraie famille n'est pas celle qui partage le même sang, c'est celle qui partage la vérité. Cette nuit-là, j'ai sorti une boîte à chaussures que je gardais dans mon placard. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos de Tadeo quand il était enfant, quand il jouait dans le parc, quand il a eu son diplôme universitaire. J'ai regardé ces photos et j'ai pensé à tout ce que nous avions vécu. J'ai pensé aux nuits où nous n'avions pas d'argent pour payer le loyer, aux fois où nous mangions des haricots parce qu'il n'y en avait pas assez pour de la viande, aux fois où Tadeo me demandait, « Maman, pourquoi n'avons-nous pas de voiture comme les autres enfants ?» Et je lui répondais, « Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu as, mon fils, c'est ce que tu es. » J'ai fermé la boîte parce que j'ai compris que tout ce que j'avais fait, toutes les décisions difficiles que j'avais prises, toutes les nuits où j'avais pleuré seul, en avaient valu la peine.
parce que mon fils était un homme bon, honnête, travailleur, intègre. Et cela valait plus que n'importe quelle fortune. Un dimanche après-midi, Tadeo et Sofia sont venus me rendre visite. Ils avaient une nouvelle. « Maman, nous avons quelque chose à te dire », a dit Tadeo avec un immense sourire. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sofia a touché son ventre. « Je vais être grand-mère », ai-je dit, les larmes aux yeux. « Oui », a crié Tadeo en me serrant dans ses bras. « Tu vas être grand-mère. » J'ai pleuré de bonheur, parce qu'après tant d'obscurité, il y avait enfin de la lumière. Après tant de douleur, il y avait enfin de l'espoir. Et après tant de vérité, il y avait enfin la paix. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai écrit quelque chose dans mon journal, quelque chose que je voulais me rappeler pour toujours. Aujourd'hui, j'ai appris que la vie ne nous donne pas toujours ce que nous méritons. Mais si nous sommes courageux, si nous défendons la vérité, si nous protégeons ceux que nous aimons, la vie nous donne quelque chose de mieux. Elle nous donne la paix intérieure. Et ça, au final, c'est la seule chose qui compte. J'ai fermé le journal, j'ai éteint la lumière et j'ai dormi tranquillement. Pour la première fois depuis des mois. Les mois ont passé. Le ventre de Sofia s'est arrondi. Tadeo était excité. Il a peint la chambre du bébé en bleu, a acheté un berceau, a lu des livres sur la paternité. Et moi, je tricotais des vêtements, préparais des couvertures, j'imaginais ce que ce serait d'avoir un petit-fils. Un jour, Sofia m'a appelé. « Madame Frida, je veux vous demander quelque chose. » « Dis-moi, ma chérie. Quand le bébé naîtra, pourriez-vous être présente à l'accouchement ? Comme ma mère y sera aussi, j'ai pensé que, ce serait bien que les deux grands-mères soient là. » J'ai eu les larmes aux yeux. Ce serait un honneur. Le bébé est né en mars. Un garçon en bonne santé, magnifique, avec les yeux de Tadeo et le nez de Sofia. Quand je l'ai eu dans mes bras pour la première fois, j'ai senti que le monde s'arrêtait. Il était si petit, si fragile, si parfait. « Comment va-t-il s'appeler » ai-je demandé. Tadeo et Sofia se sont regardés. « Il va s'appeler Miguel » a dit Tadeo. « Miguel Escoto. » Pourquoi Miguel ? À cause du père Miguel, celui qui nous a mariés. Il nous a dit quelque chose ce jour-là que nous n'avons jamais oublié. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Sofia a répondu, il nous a dit, la vérité est le fondement de tout amour véritable. Sans vérité, il n'y a pas de confiance, et sans confiance, il n'y a pas d'amour. Tadeo a continué, et nous avons pensé que c'était un bon nom pour notre fils, parce que nous voulons qu'il grandisse en sachant que la vérité est toujours la chose la plus importante. J'ai serré mon petit-fils dans mes bras. Bienvenue au monde, Miguel. Tu vas grandir dans une famille qui t'aime, qui te protège et qui te dira toujours la vérité. Donia Guadalupe était là aussi. Elle s'est approchée, m'a souri. Merci, Frida. Pourquoi ? Pour m'avoir sauvé. Pour avoir sorti ma famille de ce mensonge. Je n'en ai pas eu le courage, mais vous, si. Je lui ai pris la main. Nous avons tout notre moment. Le vôtre est arrivé quand vous avez décidé de divorcer. Le mien est arrivé quand j'ai décidé de parler. Nous nous sommes embrassés. 2 femmes, 2 survivantes, 2 grand-mères. Cette nuit-là, quand je suis rentré à la maison, je me suis assise dans le salon. J'ai regardé une photo que Tadeo m'avait donnée. C'était une photo de nous 4, lui, Sofia, le bébé Miguel et moi, tous souriants. Et j'ai pensé à tout le chemin que nous avions parcouru, depuis cette terrible soirée au mariage jusqu'à ce moment de paix. Et j'ai compris quelque chose de profond. La justice n'est pas la vengeance. La justice est la restauration. C'est donner aux gens ce qu'ils méritent, non par méchanceté, mais par équilibre. Don Umberto méritait de payer pour ses mensonges. Donia Guadalupe méritait de vivre dans la vérité. Sofia méritait de connaître son père tel qu'il était. Et Tadeo méritait d'être défendu. C'était ça, la justice. Et moi, j'avais été l'instrument de cette justice. Non pas parce que j'étais spécial, mais parce que j'avais décidé de ne pas me taire. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré l'une des familles affectées par Don Umberto. C'était au marché. Une dame m'a reconnu. « Vous êtes Frida Escoto, n'est-ce pas ? » « Oui. Je veux vous remercier d'avoir parlé, d'avoir défendu la vérité. Grâce à vous, nous avons récupéré une partie de notre argent.
Pas tout, mais quelque chose. J'en suis très heureuse. Vous savez, moi aussi je suis restée silencieuse pendant des années. Mon mari me trompait et je ne disais rien parce que j'avais peur. Peur de me retrouver seule, peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Je comprends. Mais quand j'ai vu ce que vous avez fait, quand je vous ai vu vous lever et dire la vérité, même si ça vous coûtait, ça m'a donné du courage. J'ai confronté mon mari et j'ai divorcé. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Maintenant, je vis seule, mais je vis en paix. Et ça n'a pas de prix. Je l'ai serré dans mes bras. Je suis si heureuse pour vous. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Cette conversation est restée gravée en moi, parce que j'ai compris que ce que j'avais fait n'avait pas seulement affecté ma famille. J'avais inspiré d'autres femmes, d'autres mères, d'autres survivantes à élever la voix. Et maintenant, alors que je vous raconte cela, que je me souviens de chaque instant de cette nuit qui a tout changé, je me demande si je referais la même chose. Et la réponse est oui. 1000 fois oui. Parce que défendre ceux qu'on aime n'est pas une option, c'est un devoir. Et la vérité, même si elle fait mal, est toujours meilleure que le mensonge. Toujours. 2 ans ont passé depuis cette nuit. 2 ans depuis que j'ai pris ce micro et dit la vérité, 2 ans depuis que le monde de Don Humberto Salazar s'est effondré. Et pendant ces 2 années, j'ai vu comment la vie elle-même s'est chargée de rendre justice. Parce que j'ai appris quelque chose, le karma n'est pas la vengeance, c'est l'équilibre. C'est la vie qui rend à chacun ce qu'il a semé. Et Don Humberto a récolté exactement ce qu'il a planté. Un samedi après-midi, alors que je gardais Miguel au parc, j'ai reçu un appel de Sofia. « Madame Frida, pouvez-vous venir chez moi? J'ai besoin de vous parler. » Il s'est passé quelque chose? Oui. Mais je préfère vous le dire en personne. Je suis arrivé chez elle 1 heure plus tard. Tadeo travaillait. Sofia m'a ouvert la porte. Elle avait l'air fatiguée, mais calme. « Qu'est-il arrivé, ma chérie? » Nous nous sommes assises dans le salon. Elle a préparé une tisane au citron. Mon père m'a envoyé une lettre de la prison. Que t'a-t-il dit? Sofia a sorti l'enveloppe de son sac. C'était une lettre manuscrite. L'écriture était tremblante, comme s'il l'avait écrite avec difficulté. Puis-je vous la lire? Bien sûr. Sofia a déplié la lettre et a lu, « Chère Sofia, je ne sais pas si tu liras ceci, je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais j'ai besoin de t'écrire. Je suis dans cette cellule depuis 2 ans, 2 ans avec beaucoup de temps pour penser, pour me souvenir, pour me repentir. Ici, il n'y a pas de luxe, pas de pouvoir, pas d'admiration, seulement le silence. Et dans ce silence, j'ai enfin pu entendre ma propre conscience. J'ai été un mauvais mari, un mauvais père, un mauvais homme. J'ai menti à ta mère pendant 30 ans. Je lui ai pris sa jeunesse, sa confiance, sa paix. Je vous ai menti, à vous, mes filles. Je vous ai fait croire que l'argent était la chose la plus importante, que le succès se mesurait en voiture et en grande maison. Et j'ai menti à Véronica et à mes autres enfants. Je leur ai promis un avenir que je n'ai jamais pu leur donner. Mais surtout, je me suis menti à moi-même. Je me suis convaincu que j'étais un homme prospère, important, respecté, alors qu'en réalité, je n'étais qu'un lâche, un imposteur, un homme vide qui achetait des choses pour combler un vide qui ne s'est jamais rempli. Aujourd'hui, je me suis réveillé dans ma cellule et je me suis vu dans le miroir. Je n'ai pas reconnu l'homme qui était là, maigre, grisonnant, avec des rides profondes, des yeux fatigués. Et j'ai pensé, c'est ça, ce qui reste d'Humberto Salazar? La réponse est oui, c'est ce qui reste. Un homme brisé qui a tout perdu. J'ai perdu ma famille, mon entreprise, ma liberté, ma dignité. Et le pire, j'ai perdu ma chance d'être un bon père. Sofia, je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je te demande seulement d'apprendre de mes erreurs, de ne pas commettre les mêmes, d'élever ton fils avec amour, avec vérité, avec humilité. Et de savoir que même si j'ai été un mauvais père, je t'ai toujours aimé. À ma manière erronée, mais je t'ai aimé. Je te souhaite le meilleur, ma fille. À toi, à Tadeo, et à mon petit-fils Miguel. Ton père, Humberto. Sofia a fini de lire. Elle s'est essuyé les larmes du revers de la main. Je pleurais aussi. Qu'est-ce que tu vas faire?
Lui ai-je demandé. Je ne sais pas. Une partie de moi veut lui pardonner, mais une autre partie a encore mal. Le pardon n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est un chemin, et c'est toi qui décides quand tu es prête à le parcourir. Sophia a hoché la tête. Ce que je sais, c'est que je n'ai plus de rancune envers lui. Parce que la rancune ne fait que m'empoisonner moi, pas lui. Je l'ai serré dans mes bras. Tu es très forte, Sophia. J'ai appris de la meilleure. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Marta Hernandez, la dame qui avait perdu ses économies à cause de Don Humberto. Nous étions au supermarché. Elle m'a reconnu et s'est approchée. Madame Frida, comment allez-vous? Bien, Marta. Et vous? Mieux, beaucoup mieux. Grâce à la condamnation de Don Humberto, nous avons réussi à récupérer une partie de l'argent. Pas tout, mais quelque chose. J'en suis très heureuse. Et il y a autre chose. Mon mari et moi avons acheté un petit terrain à Tlaxcala. Nous construisons notre maison nous-mêmes, petit à petit. Mais c'est la nôtre. J'ai souri. C'est merveilleux. Oui. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? C'est que nous la construisons avec honnêteté, sans tromperie, sans mensonge. Et ça nous apporte la paix. L'honnêteté apporte toujours la paix. Marta m'a pris les mains. Merci, Madame Frida, de ne pas être restée silencieuse, de nous avoir défendus. Vous avez changé nos vies. Non, Marta. Vous avez changé vos propres vies. Je n'ai fait que dire la vérité, mais vous avez eu le courage de vous battre. Nous nous sommes dit au revoir avec une étreinte, et j'ai senti que quelque chose en moi guérissait un peu plus. Une autre année a passé. Miguel a eu 3 ans. C'était un enfant joyeux, curieux, intelligent. Il ressemblait tellement à Tadeo que parfois, mon cœur se serrait d'amour. Tadeo avait eu une promotion à son travail. Il était maintenant chef de projet. Il gagnait bien sa vie. Il n'était pas riche, mais il vivait dignement. Sophia avait terminé sa maîtrise en architecture, elle travaillait à la conception de maisons écologiques, et ça marchait très bien pour elle. Et moi, j'étais toujours la même, mais plus calme, plus en paix. Un jour, Tadeo est venu me rendre visite. Maman, tu te souviens de Don Humberto? Bien sûr. Pourquoi? Sophia m'a dit qu'il est très malade. Il a le diabète et comme il n'y a pas de bons soins médicaux en prison, son état s'aggrave. À quel point est-ce grave? Grave. Il a perdu un orteil. Et on dit qu'il pourrait en perdre d'autres. J'ai ressenti une pointe de tristesse. Et Sophia, comment le vit-elle? Mal. Elle veut aller le voir, mais elle a peur. Peur de quoi? Peur d'avoir pitié, peur de croire à nouveau à ses mensonges. Dis-lui d'y aller. Mais d'y aller pour elle, pas pour lui. Que veux-tu dire? Qu'elle y aille pour clore ce chapitre. Pour dire ce qu'elle a besoin de dire. Pas pour le sauver, car il doit vivre avec les conséquences de ses actes. Tadeo a hoché la tête. Tu as raison, maman. Comme toujours. Sophia est allée rendre visite à Don Humberto 2 semaines plus tard. À son retour, elle est venue chez moi. Elle avait besoin de parler. Comment c'était? Lui ai-je demandé. Difficile. Très difficile. Raconte-moi. Nous nous sommes assises dans la cuisine. Je lui ai servi un café de hola. Comme toujours. Quand je suis entré dans la salle de visite, je l'ai à peine reconnu. Il était dans un fauteuil roulant, maigre, pâle, avec les cheveux complètement blancs. Sa voix s'est brisée. Il m'a regardé et a dit « Merci d'être venue, ma fille. Je ne pensais pas que tu le ferais. » Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit « Je suis venu parce que j'avais besoin de clore ça. J'avais besoin de te dire ce que je ressens. » Et comment te sens-tu? Sophia a respiré profondément. Je lui ai dit « Papa, je suis en colère contre toi. Parce que tu nous as menti, parce que tu nous as fait du mal, parce que tu as choisi l'argent plutôt que nous. Mais je suis aussi triste, parce que tu as perdu tellement de temps à être quelqu'un que tu n'étais pas. Et maintenant tu es ici, seul, malade, sans rien. » Qu'a-t-il dit? Il a pleuré. Il m'a demandé pardon. Il m'a dit que s'il pouvait remonter le temps, il ferait tout différemment.
L'as-tu cru? Sofia a haussé les épaules. Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Mais ça n'a plus d'importance. Parce qu'on ne peut pas changer le passé, on peut seulement en tirer des leçons. C'est très vrai. Avant de partir, je lui ai dit autre chose. Quoi? Je lui ai dit, papa, j'espère que tu trouveras la paix. Vraiment. Mais cette paix doit venir de toi, pas de moi, ni de maman, ni de personne d'autre. Seulement de toi. J'ai senti un nœud dans ma gorge. C'était très sage. Sofia. Vous savez ce qu'il m'a dit en dernier? Qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai un jour traité Tadeo d'idiot, mais le véritable idiot, ça a toujours été moi. Parce que j'avais tout ce qui comptait et je l'ai perdu en poursuivant des choses qui n'en valaient pas la peine. Nous sommes restés silencieuses, parce que ces mots disaient tout. Don Umberto est mort 6 mois plus tard. C'était à l'infirmerie de la prison. Seul. Sans famille, sans amis. Juste un garde qui l'a trouvé le matin. Sofia a reçu la nouvelle. Elle a pleuré. Non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle pleurait le père qu'elle aurait pu avoir et qu'elle n'a jamais eu. Ils ont fait de petites funérailles, juste Sofia, Donia Guadalupe et les sœurs de Sofia. Tadeo n'y est pas allé. Il m'a demandé s'il devait y aller. C'est ta décision, mon fils. Mais souviens-toi, le respect n'est pas pour les morts, il est pour les vivants. Si tu y vas, vas-y pour Sofia, pas pour lui. Tadeo a décidé de ne pas y aller. Et Sofia l'a compris. Après les funérailles, Sofia m'a appelé. Madame Frida, vous savez ce qui est le plus triste? Quoi? C'est qu'aux funérailles, il n'y avait que nous. Toutes ces personnes qu'il appelait ses amis, tous ces hommes d'affaires et politiciens. Aucun n'est venu. C'est parce qu'ils n'ont jamais été des amis, seulement des contacts. Et les contacts disparaissent quand il n'y a plus de pouvoir. Vous avez raison. Mon père est mort seul, sans argent, sans famille, sans rien. Tout ce qu'il a construit, la vie le lui a repris. C'est ça le karma, ma chérie. Ce n'est pas la vengeance, c'est l'équilibre. Ton père a semé des mensonges et a récolté la solitude. Sofia a soupiré. Vous savez, Madame Frida, il y a quelques années, j'aurais dit que mon père était un homme qui avait réussi, qu'il avait tout. Mais maintenant, je comprends qu'il n'avait rien. Parce que le plus important dans la vie, ce n'est pas ce que l'on a, c'est ce que l'on laisse. Et mon père n'a rien laissé de bon. Mais toi, tu le feras. Comment le savez-vous? Parce que tu as appris de ses erreurs. Parce que tu élèves Miguel avec amour, avec vérité, avec des valeurs. Et ça, c'est un héritage. Un dimanche après-midi, toute la famille est venue manger à la maison. Tadeo, Sofia, Miguel. Donia Guadalupe est venue aussi. J'ai préparé du pozole rojo, le plat préféré de tous. Nous avons mangé, ri, raconté des histoires. Et à un moment, Miguel, qui avait maintenant 4 ans, m'a demandé, « Grand-mère, pourquoi n'ai-je jamais connu mon autre grand-père » Tout le monde s'est tu. J'ai regardé Sofia. Elle a hoché la tête, me donnant la permission de répondre. Je me suis agenouillé devant Miguel. Je l'ai regardé dans les yeux. Parce que ton autre grand-père a pris de mauvaises décisions, mon amour. Et les mauvaises décisions ont des conséquences. Qu'est-ce que c'est, des conséquences? C'est ce qui arrive quand tu fais quelque chose de mal. La vie t'apprend pour que tu comprennes. Et il a appris. Oui, il a appris. Mais très tard. Miguel a réfléchi un instant. Alors, je vais faire de bonnes choses pour avoir de bonnes conséquences. Nous avons tous souri. Exactement, mon amour. Exactement. Je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai pensé, cet enfant va changer le monde, parce qu'il a grandi dans la vérité. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans mon fauteuil à bascule. J'ai regardé les photos sur le mur, des photos de Tadeo enfant, de son mariage le deuxième, le vrai, de Miguel à ses anniversaires. Et j'ai pensé à tout le chemin que nous avions parcouru, depuis cette terrible nuit au country club jusqu'à ce moment de paix. Et j'ai compris quelque chose de profond. La justice karmique n'est pas magique, elle ne tombe pas du ciel. C'est la somme de nos décisions. Don Umberto a choisi de mentir, de voler, de trahir,
et la vie lui a rendu la solitude, la maladie, la mort dans une cellule. J'ai choisi de dire la vérité, de défendre mon fils, de choisir la dignité plutôt que l'apparence, et la vie m'a rendu la paix, la famille, l'amour véritable. C'est ça, la justice. Ce n'est pas la vengeance, c'est l'équilibre. Quelques mois plus tard, Sophia m'a invité à une conférence. Une conférence sur quoi? Sur les femmes entrepreneurs. Je veux que vous m'accompagniez. Pourquoi? Parce que vous êtes mon inspiration. Nous y sommes allés. C'était dans un hôtel du centre-ville. Il y avait environ 200 femmes là. Sophia est montée sur scène. Elle allait donner une conférence sur son travail d'architecte, mais quand elle a pris le micro, elle a dit quelque chose d'inattendu. Avant de parler d'architecture, je veux vous parler de ma belle-mère, Frida Escoto. Elle m'a désigné. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. J'ai rougi. Il y a 3 ans, ma vie s'est effondrée. J'ai découvert que mon père avait vécu dans le mensonge toute sa vie et je ne savais pas quoi faire. Mais Frida m'a appris quelque chose. Elle m'a appris que la vérité, même si elle fait mal, nous rend toujours plus forts. Que défendre ce qui est juste n'est pas facile, mais que ça en vaut toujours la peine. Elle s'est levée à mon mariage et a dit la vérité quand tout le monde s'attendait au silence. Et même si à ce moment-là je ne l'ai pas compris, je sais maintenant qu'elle m'a sauvé. Elle m'a sauvé de vivre dans un mensonge. Elle m'a sauvé de répéter les erreurs de mon père. Et elle m'a appris qu'une femme courageuse n'est pas celle qui a du pouvoir, c'est celle qui dit la vérité, même si ça lui coûte tout. Les femmes ont applaudi. Sophia est descendue de la scène. Elle m'a serré dans ses bras. Merci, Madame Frida, d'être mon exemple. J'ai pleuré parce que j'ai compris que ce que j'avais fait n'avait pas seulement changé ma vie, mais aussi la vie de nombreuses femmes. Et maintenant, 3 ans après cette nuit, je peux dire avec certitude que la vie rend justice. Pas toujours rapidement, pas toujours comme on l'espère, mais toujours. Don Umberto a eu du pouvoir, de l'argent, de l'admiration. Mais il est mort seul, sans amour, sans paix, sans héritage. Je n'ai jamais eu de pouvoir, jamais eu d'argent, jamais eu d'admiration. Mais j'ai quelque chose de bien plus précieux. J'ai mon fils, j'ai ma belle-fille, j'ai mon petit-fils, j'ai la paix intérieure et j'ai la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Ça, c'est la vraie justice. 5 ans ont passé depuis cette nuit, 5 ans depuis que j'ai pris ce micro et changé le cours de nos vies. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Tadeo en a 33. Miguel en a 5 et Sophia est de nouveau enceinte. Cette fois, ce sera une fille. Ils vont l'appeler Frida. Quand ils me l'ont dit, j'ai pleuré pendant des heures. Pourquoi Frida, leur ai-je demandé. Sophia m'a pris les mains. Parce que nous voulons que notre fille grandisse en sachant qu'il y a eu une femme dans cette famille qui a eu le courage de dire la vérité, qui s'est levée quand tout le monde attendait le silence, qui a défendu ce qui était juste même si ça lui coûtait tout. Nous voulons qu'elle soit comme vous, Madame Frida. Forte, courageuse, honnête. Je n'ai pas su quoi dire. J'ai juste serré mon fils et ma belle-fille dans mes bras et j'ai pleuré de bonheur. Parce que j'ai compris que mon histoire ne s'arrêterait pas avec moi. Elle vivrait dans cette petite fille, et dans ses enfants, et dans ses petits-enfants. L'héritage de la vérité. Ce matin, je me suis réveillé tôt. J'ai préparé un café de Hola comme tous les matins. Je me suis assise dans mon fauteuil à bascule près de la fenêtre. J'ai regardé le lever du soleil. La ville se réveillait lentement, les oiseaux chantaient, le soleil peignait le ciel d'orange et de rose. Et j'ai pensé à tout ce que j'avais vécu. J'ai pensé à ma jeunesse, aux années difficiles après le divorce. Aux nuits où je ne savais pas comment j'allais nourrir mes enfants. J'ai pensé à Tadeo enfant, à la façon dont il me demandait pourquoi son père ne vivait pas avec nous, et comment je lui expliquais avec des mots simples que parfois l'amour ne suffit pas à maintenir une famille unie. J'ai pensé à toutes ces années de travail, à nettoyer des maisons, à vendre des tamales, à faire tout ce qui était nécessaire pour que mes enfants aient ce dont ils avaient besoin. Et j'ai pensé à cette nuit-là au country club, à Don Umberto devant le micro. Ce type est un idiot, mais ma fille a insisté pour l'épouser. Ces mots qui ont tout changé, parce qu'ils m'ont forcé à prendre une décision. Me taire et protéger la paix, ou parler et défendre la dignité. Et j'ai choisi la dignité. Toujours la dignité. Je me suis levé du fauteuil à bascule, je suis allé dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet.
À l'intérieur, il y avait un journal, le même où j'avais écrit cette nuit-là, il y a 5 ans. Je l'ai ouvert, j'ai lu ce que j'avais écrit. Aujourd'hui, j'ai appris que la vie ne nous donne pas toujours ce que nous méritons. Mais si nous sommes courageux, si nous défendons la vérité, si nous protégeons ceux que nous aimons, la vie nous donne quelque chose de mieux. La paix intérieure. J'ai souri, parce que ces mots étaient toujours vrais. J'ai continué à feuilleter le journal. Il y avait d'autres pages, d'autres pensées, d'autres leçons. Et j'ai décidé d'écrire quelque chose de nouveau, quelque chose qui résumerait tout ce que j'avais vécu. J'ai pris un stylo et j'ai écrit, à la femme qui lira ceci un jour. Peut-être seras-tu ma petite fille Frida. Peut-être seras-tu une autre femme qui traverse une période difficile. Je ne sais pas. Mais si tu lis ceci, je veux que tu saches quelque chose. La vie te mettra dans des situations où tu devras choisir entre la vérité et le confort, entre défendre ce qui est juste et maintenir la paix, entre être courageuse et te taire. Et dans ces moments-là, tu auras peur. Peur de perdre les personnes que tu aimes, peur de te retrouver seul, peur des conséquences. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris après 60 ans de vie. Le silence ne protège personne. Il ne protège que les mensonges. Et les mensonges, tôt ou tard, explosent toujours, font toujours du mal, détruisent toujours. Alors, si tu dois choisir, choisis la vérité. Même si elle fait mal, même si elle te coûte, même si elle t'éloigne des autres. Parce que la vérité est le seul fondement sur lequel on peut construire quelque chose de vrai, un amour vrai, une famille vraie, une vie vraie. J'ai pris cette décision il y a 5 ans. Et j'ai perdu beaucoup de choses dans le processus. J'ai perdu l'illusion d'un mariage parfait. J'ai perdu la confiance de mon fils pendant un temps. J'ai perdu l'approbation de beaucoup de gens. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux. J'ai gagné ma dignité, ma paix intérieure et le respect des personnes qui comptent vraiment. Aujourd'hui, mon fils m'aime, ma belle-fille me respecte, mon petit-fils m'admire. Et ça vaut plus que n'importe quelle approbation extérieure. Alors n'aie pas peur de dire la vérité, n'aie pas peur de défendre ce qui est juste. N'aie pas peur d'être courageuse. Parce que les femmes courageuses sont celles qui changent le monde. Une vérité à la fois. Avec amour, Frida Escoto. J'ai fermé le journal, je l'ai rangé dans le tiroir et j'ai respiré profondément. Parce que j'ai senti que j'avais bouclé un cycle. J'avais raconté mon histoire, j'avais laissé mon héritage, j'avais dit ce que j'avais besoin de dire. Et maintenant je pouvais aller de l'avant, en paix. Cet après-midi-là, Tadeo et Sofia sont venus me rendre visite avec Miguel. Le petit garçon a couru vers moi dès qu'il est entré. Grand-mère, grand-mère. Je l'ai soulevé, je l'ai serré dans mes bras. Il sentait le savon pour bébé et les biscuits. Comment va mon prince? Bien. Aujourd'hui, à l'école, j'ai appris ce que sont les héros. Ah oui? Et qui sont les héros? La maîtresse a dit que les héros sont des gens qui font des choses difficiles pour aider les autres. C'est très vrai. Miguel m'a regardé avec ses grands yeux curieux. Grand-mère, tu es une héroïne? Je suis resté sans voix. Tadeo a souri. Sofia aussi. Pourquoi demandes-tu ça, mon amour? Parce que maman m'a raconté que tu as fait quelque chose de très difficile, que tu as dit la vérité quand personne d'autre ne le voulait, et que ça nous a sauvés. J'ai eu les larmes aux yeux. Je ne suis pas une héroïne, Miguel. Je suis juste une grand-mère qui aime sa famille. Mais les héros sont comme ça aussi. Ils aiment leur famille et ils la protègent. Je l'ai serré fort dans mes bras. Alors oui, mon amour. Je suis une héroïne. Ton héroïne. Miguel a ri et m'a fait un bisou sur la joue. Et à ce moment-là, j'ai senti que tout en avait valu la peine. Chaque larme, chaque peur, chaque nuit d'insomnie. Tout. Parce que j'avais protégé ma famille, et c'était la seule chose qui importait. Après le repas, Sofia m'a demandé de lui parler en privé. Nous sommes sortis dans le jardin. Il y avait des bougainvilliers en fleurs. L'air sentait la terre mouillée et les fleurs. Madame Frida, il y a quelque chose que je veux vous dire. Dis-moi, ma chérie. Je suis allé visiter la tombe de mon père. Comment ça s'est passé? Bien. J'ai apporté des fleurs. Je me suis assise là un moment et je lui ai parlé. Que lui as-tu dit?
Sophia a respiré profondément. Je lui ai dit que je lui pardonnais. Je suis restée silencieuse, attendant. Je lui ai dit, papa, pendant longtemps, je t'ai détesté. Je t'ai blâmé. J'ai souhaité que tu n'aies jamais existé. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose. Tu étais humain, toi aussi. Tu portais aussi des blessures. Tu avais peur, toi aussi. Et tu as pris de mauvaises décisions, des décisions qui ont blessé beaucoup de gens. Mais garder de la rancune contre toi ne fait que me blesser moi. Alors aujourd'hui je te pardonne. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. Sa voix s'est brisée. Et vous savez quoi, Madame Frida? Quand j'ai dit ces mots, j'ai senti comme si quelque chose de lourd se soulevait de ma poitrine. Comme si je pouvais enfin respirer. Je l'ai serré dans mes bras. Le pardon n'est pas pour l'autre personne, il est pour nous. Pour nous libérer. Je sais. Et c'est grâce à vous que j'ai appris ça. Parce que vous m'avez appris que défendre la vérité ne signifie pas vivre avec de la rancune, cela signifie vivre avec dignité. Exactement, ma chérie. Exactement. Nous sommes restés là, enlacés sous les bougainvilliers, 2 femmes, 2 générations, 2 histoires entrelacées. Et j'ai compris que mon héritage n'était pas seulement la vérité, c'était aussi le pardon. La justice sans vengeance, l'équilibre sans haine. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans le salon avec une tasse de thé. J'ai allumé la télévision. Il y avait une émission sur les femmes qui avaient changé leur communauté. L'une des personnes interviewées était Marta Hernandez, la dame qui avait perdu ses économies à cause de Don Humberto. Je l'ai reconnue immédiatement. L'intervieweur lui a demandé comment elle avait réussi à s'en sortir après avoir tout perdu. Marta a souri. Il y a eu une femme qui m'a inspiré. Elle s'appelle Frida Escoto. Elle a eu le courage de dire la vérité quand tout le monde attendait le silence, et cela m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour défendre ce qui est juste. Et qu'avez-vous fait? J'ai confronté ma situation, j'ai porté plainte, je me suis battu et j'ai récupéré une partie de mon argent. Avec ça, j'ai acheté un petit terrain. Mon mari et moi avons construit notre maison de nos propres mains. Et maintenant nous vivons en paix. Parce que c'est une maison construite sur la vérité, pas sur des mensonges. L'intervieweur a hoché la tête. Que diriez-vous aux autres femmes qui traversent une situation difficile? Marta a regardé droit dans la caméra. Je leur dirais de ne pas avoir peur de dire la vérité, de ne pas avoir peur de défendre ce qui est juste. Parce que le silence ne nous protège pas, il ne protège que les mensonges. Et nous méritons de vivre dans la vérité. J'ai éteint la télévision et j'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie. Parce que j'ai compris que ce que j'avais fait avait inspiré d'autres femmes, d'autres mères, d'autres grand-mères, d'autres filles. À élever la voix, à défendre la vérité, à vivre avec dignité. Et ça, c'était un héritage. Aujourd'hui, alors que j'écris ceci, j'ai 60 ans, mais je me sens plus jeune que jamais. Parce que je comprends enfin le sens de ma vie. Je ne suis pas venu dans ce monde pour être riche, je ne suis pas venu pour être célèbre, je ne suis pas venu pour être parfaite. Je suis venu pour être courageuse. Pour dire la vérité quand tout le monde se taisait, pour défendre ce que j'aimais quand personne d'autre ne le faisait, pour enseigner à ma famille que la dignité vaut plus que n'importe quelle approbation. Et je crois que j'ai réussi. Parce que quand je regarde mon fils, je vois un homme honnête, travailleur, intègre. Quand je regarde ma belle-fille, je vois une femme forte, sage, compatissante. Et quand je regarde mon petit-fils, je vois de l'espoir, je vois un avenir, je vois de la lumière. C'est ça que je laisse. Pas d'argent, pas de propriété, pas de célébrité. Je laisse des valeurs, je laisse la vérité, je laisse l'amour. Et ça, c'est plus précieux que n'importe quelle fortune. La semaine dernière, Miguel m'a demandé quelque chose. Grand-mère, quand tu seras vieille, très vieille, tu vas mourir? Oui, mon amour. Un jour. Et alors je ne te verrai plus? Pas avec les yeux, mais avec le cœur. Comment? Je me suis agenouillé devant lui, je l'ai regardé dans les yeux. Chaque fois que tu diras la vérité, je serai là. Oui. Oui. Chaque fois que tu défendras quelqu'un que tu aimes, je serai là. Chaque fois que tu seras courageux,
je serai là. Et comment je saurai que tu es là? Parce que tu sentiras une chaleur dans ta poitrine, une paix. Et tu sauras que je suis avec toi. Miguel a souri. Alors, tu ne partiras jamais. Jamais, mon amour. Jamais. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai su que c'était vrai. Parce que les héritages ne meurent pas, ils se transforment. Ce soir, alors que je regarde les étoiles depuis ma fenêtre, je pense à tout ce que j'ai vécu et je me demande, que dirai-je aux femmes qui liront mon histoire? Je leur dirai ceci, n'aie pas peur d'être courageuse. N'aie pas peur de dire la vérité. N'aie pas peur de défendre ce qui est juste, même si tout le monde te dit que tu es folle. Parce que le monde a besoin de plus de femmes courageuses. Des femmes qui se lèvent quand tout le monde attend le silence. Des femmes qui disent ça suffit quand tout le monde dit supporte. Des femmes qui choisissent la dignité plutôt que le confort. Parce que ces femmes-là changent le monde. Une vérité à la fois, une famille à la fois, une génération à la fois. Et si mon histoire est d'une seule femme à ouvrir les yeux, si elle est d'une seule mère à défendre son fils, si elle est d'une seule fille à sortir d'un mensonge, alors tout en aura valu la peine. Chaque larme, chaque peur, chaque nuit difficile. Tout. Parce qu'à la fin, ce qui compte, ce n'est pas combien de temps nous vivons, c'est comment nous vivons. Et j'ai choisi de vivre dans la vérité. J'ai choisi de vivre avec dignité. J'ai choisi de vivre avec amour. Et ça, c'est mon histoire. L'histoire d'une femme ordinaire qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Non pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle a décidé de ne pas se taire. Demain, je vais voir Tadeo et Sofia. Nous irons au parc avec Miguel. Nous mangerons une glace. Nous rirons. Nous vivrons. Parce que c'est ce que font les familles qui s'aiment vraiment. Elles vivent, aiment, pardonnent, grandissent. Et moi, je continuerai d'être la grand-mère qui raconte des histoires, la grand-mère qui fait des biscuits, la grand-mère qui serre fort dans ses bras. Mais aussi la grand-mère qui enseigne que la vérité est toujours meilleure que le mensonge, que la dignité est toujours meilleure que l'apparence, que le véritable amour est toujours meilleur que le faux amour. C'est mon héritage, et je suis en paix avec lui. Alors, si tu lis ceci, si tu écoutes mon histoire, je veux que tu saches quelque chose. Toi aussi, tu peux être courageuse. Toi aussi, tu peux dire la vérité. Toi aussi, tu peux défendre ce qui est juste. Peu importe ton âge, peu importe ta situation, peu importe ta peur. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Et si une femme de 55 ans a pu se lever à un mariage et détruire un empire de mensonges, toi aussi tu peux te lever dans ta vie et dire, ça suffit. Ça s'arrête ici. Parce que tu mérites de vivre dans la vérité, tu mérites de vivre en paix, tu mérites de vivre avec dignité. Nous le méritons toutes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir marché avec moi dans cette histoire. Merci de m'avoir permis d'entrer dans ton cœur. Si cette histoire a touché ton âme, si elle t'a fait réfléchir, si elle t'a donné du courage, alors partage-la. Partage-la avec ta mère, avec ta fille, avec ta sœur, avec ton ami. Parce que les histoires ont un pouvoir. Le pouvoir de transformer, le pouvoir de guérir, le pouvoir d'inspirer. Et cette histoire est pour toutes les femmes qui ont un jour eu peur de parler. Pour toutes celles qui se sont tues quand elles voulaient crier. Pour toutes celles qui ont supporté quand elles voulaient partir. Cette histoire est pour vous. Et je vous le dis, vous n'êtes plus seul. Parce que maintenant vous savez qu'il y a eu une femme qui a aussi eu peur, mais qui a parlé quand même. Et qui a tout changé. Abonne-toi et active la cloche pour écouter plus d'histoires de femmes qui ont transformé leur douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partage cette histoire avec quelqu'un que tu aimes.